Écoutez, je vous propose de commencer cette audition. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, dans le cadre de l'étude que nous menons sur la continuité territoriale et dont Catherine Conconne et Guillaume Chevrollier sont rapporteurs, nous auditionnerons ce matin l'acteur clé du dispositif public dans ce domaine qui intervient à travers ses aides financières, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM. Nous avons le plaisir d'accueillir en présentiel son président Maël Diza, son directeur général Saïda Hamada et sa secrétaire générale, Mme Florence Svetez. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions vivement pour votre disponibilité. Monsieur le Président, vous allez avoir la parole pour présenter vos observations sur la situation actuelle et les perspectives à venir, sur la base d'une trame qui vous a été communiquée par la délégation, selon une procédure que vous connaissez bien, puisque nous avons eu l'occasion de vous entendre dans le cadre de vos précédentes fonctions de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et de la visibilité des outre-mer, fonction que vous avez exercée de 2020 à 2022. Vos observations pourront être complétées, bien évidemment, par M. Saïda Hamada, que nous avons également le plaisir de saluer, dans ses nouvelles fonctions, et Mme Florence Svetez, qui a assuré jusqu'il y a peu de temps la direction par intérim et qui connaît particulièrement bien cet établissement. Comme vous le savez, nous nous interrogeons notamment sur la réforme de l'ADOM, que vous avez la charge de conduire et à laquelle nous souhaitons apporter notre contribution. Je laisserai les rapporteurs intervenir, bien sûr, pour vous demander des précisions, ainsi que nos autres collègues qui, j'en suis certain, auront beaucoup de questions à vous poser. Monsieur le Président, vous avez la parole pour votre présentation générale avant d'entrer dans le détail des questions. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs. Écoutez, merci de nous accueillir aujourd'hui. Peut-être, Monsieur le Président, je voudrais juste préciser un point technique sur les différentes structures. Donc, la délégation interministérielle existe toujours. Et donc, je suis encore cumulard pour le moment en tant que délégué pendant de l'ADOM. Et donc, il y a effectivement un projet de rapprochement entre les structures qui était annoncé par le ministre en septembre dernier. Nous y travaillons, du coup, nous en parlerons dans le déroulé. Et donc, il y a bien effectivement encore les deux structures qui travaillent pour l'instant sur des périmètres distincts, qui ont vocation, pour le coup, à se rejoindre et faire une structure globale avec une vision périphérique sur tous les sujets. Très bien. Alors, sur le déroulé, je pense, pour être très transparent, qu'il y a eu un petit loupé entre nous, parce qu'on n'a pas eu de trame en amont. En tout cas, elle ne m'est pas parvenue. Du coup, nous avons quand même préparé les éléments qui, je pense, vont se rejoindre sur les questions du jour. Donc, si ça vous va, on va... Alors, c'est peut-être chez nous qu'il y a eu un loupé, je ne veux pas dire. Pas de souci. Voilà les éléments qui avaient été réunis pour l'édition. Très bien. Je pense que de toute façon, ils rejoindront vraisemblablement les propos que vous allez tenir. Donc, Absolument. Alors, ce que nous avions prévu, c'était de commencer par présenter l'ADOM en l'état actuel. Oui. Et donc, je laisserai Madame Svetez ou Monsieur le Directeur le faire. Puis après, je comptais présenter la délégation, que vous connaissez évidemment après, le projet final, et puis après rentrer dans les différents points techniques un par un. Si oui, ça vous va. Et puis ce que je vous propose également par la suite, c'est de pouvoir nous apporter un support écrit, si vous souhaitez, aux questions qui n'auraient peut-être pas pu être traitées aujourd'hui. Donc voilà, on va le faire de manière très simple et très opérationnelle pour pouvoir apporter les réponses, qu'elles soient en présentiel ou par la suite à l'issue de cette audition. Il n'y a aucune difficulté, bien sûr. Très bien. Sur l'ADOM, je vous laisse présenter son global. Oui, merci. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Donc, comme vous l'avez précisé, je suis nouvellement arrivé aux fonctions de directeur général de l'ADOM. Ça fait exactement un mois aujourd'hui que le décret est paru. Donc, sur la partie, j'allais dire antériorité, je laisserai Madame Svetez qui a assuré avec brio l'intérim pendant les 10 derniers mois. Vous alimentez notamment en matière de chiffres et de résultats d'activité. Pour ce qui me concerne, je vais peut-être vous présenter, je pense que ça mérite d'être fait, notamment pour celles et ceux qui, je pense que vous êtes complètement au fait, mais évidemment, je le sais, beaucoup de personnes suivent ces auditions. Présenter rapidement l'ADOM dans ses missions principales et son organisation. Donc l'ADOM, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, travaille à la mobilité des ultramarins. C'est l'outil principal de la mobilité des ultramarins à disposition du gouvernement, donc sous tutelle du ministère de l'Outre-mer et du ministère du Budget. 18 représentations, antennes ou directions territoriales, donc implantation sur les territoires. 6 en Outre-mer et le reste en Hexagone.
et des liens étroits évidemment avec les COM, où nous n'avons pas aujourd'hui de représentation physique, mais avec lesquels nous travaillons de manière active très régulièrement, quotidiennement. Pour ce qui est des outils principaux aujourd'hui à disposition des bénéficiaires de la DOM, nous avons pour les étudiants ce qu'on appelle le PME, Passeport Mobilité pour les études, qui permet aux étudiants boursiers d'avoir un financement à 100% de leur billet pour venir étudier dans l'Hexagone, et à hauteur de 50% pour les autres. Pour ce qui est de la formation professionnelle, donc passeport, mobilité, formation professionnelle, là aussi la possibilité pour celles et ceux qui souhaitent en Outre-mer venir se former soit dans leur région, je le précise, donc c'est-à-dire dans la zone régionale, y compris d'ailleurs dans les pays de la zone, soit en Hexagone, pour des formations qui sont soit inexistantes sur place, soit saturées, c'est aussi important à préciser. On offre la possibilité donc à ces personnes-là de venir se former, acquérir des compétences et ensuite revenir, si elles le souhaitent, c'est le cas d'une personne sur deux, dans leur territoire d'origine, pour continuer à y travailler. Et puis vous avez l'ACT que vous connaissez bien, l'aide de la continuité territoriale, qui, sous conditions de ressources, permet tous les 3 ans révolus à un ultramarin de venir pour raisons familiales diverses ou variées. On n'investigue pas et on n'a pas à savoir pour la raison pour laquelle elles viennent, mais pouvoir financer, cofinancer le billet sous forme de bons. Madame Zvetes vous dira du coup en nombre ce que cela représente et en pourcentage du billet. Je pense que c'est un sujet dans la période actuelle. On est autour de 40% de taux de prise en charge du billet, ce qui est quand même pas négligeable, sous conditions de ressources pour tous les dispositifs dont je vous ai parlé évidemment, puisqu'il s'agit de permettre à ceux qui ont le moins de moyens de pouvoir avoir accès à ces dispositifs et à un épanouissement professionnel ou des liens familiaux. Je terminerai par dire que, et c'est ce qui m'anime, et c'est la raison pour laquelle du coup j'ai accepté cette mission, il s'agit d'une vraie mission de service public. C'est-à-dire qu'on n'est ni une agence de voyage, ni une succursale de Pôle emploi. On travaille au lien entre les hommes et les femmes, entre les Français, où qu'ils soient sur le territoire, premier élément. Deuxième élément, c'est la possibilité d'ouvrir le champ des possibles pour tous les Français, où qu'ils soient, et que la question de la mobilité ne soit pas un frein, autant que faire se peut, avec les moyens qui sont les nôtres, qu'un jeune ou un moins jeune qui habite à Paris intramuros, à Fort-de-France ou à Cayenne ait les mêmes chances de réussite et qu'il soit uniquement limité par ses compétences intellectuelles, techniques, manuelles. C'est à mon sens le rôle de la République et c'est la mission, j'allais dire, principale de la DOM. Madame Zetek, peut-être sur la partie un peu plus chiffrée. Alors, en 2022, les chiffres viennent d'être stabilisés. En termes d'accompagnement, d'achat de billets à taux plein, donc comme dire le directeur général, ou à taux à moitié tarif, on est sur l'accompagnement des étudiants à 9 276 étudiants accompagnés sur les territoires DROM pour un montant de 15 millions. Pour ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement à la continuité territoriale, c'est-à-dire les missions de bons aller-retour pour les personnes qui veulent venir en Hexagone, soit pour le loisir, voir leur famille, un lien économique, soit dans le cadre du funéraire, soit dans les ACT spécifiques que sont l'accompagnement des doctorants, des sportifs, des sportifs à venir et des artistes. On a émis 48 000 bons pour un montant payé de 14 millions cette année, avec un report de 2 millions sur l'année d'après. Donc en tout cas, cette année, notre activité a généré 16 millions de frais pour la DOM autour de l'ACT. Le PMFP qui, pour nous, là, en termes de commission, mais il y a les chiffres plus fins qui vous parviendront par mail, sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, puisque la DOM a en charge donc, les demandeurs d'emploi qui veulent exercer une mobilité vers l'Hexagone ou dans le bassin de vie, et puis les loisirs, on va dire, pour faire court. On est dans les DROM à 1984 personnes accompagnées et dans les COM à 103 personnes accompagnées, principalement Polynésie et Nouvelle-Calédonie, à la marge Saint-Pierre et Miquelon, pour un montant de 13,3 millions
puisque là, on prend en charge les rémunérations, si besoin, l'aide à l'installation et le billet à plein taux. Et le transport lié à cette action est de 3,2 millions. Donc, vous l'aurez deviné, l'impact pour 2022 a été, pour la DOM, le budget de la DOM, l'augmentation du prix des billets d'avion, qui a représenté un surcoût de 4,6 millions. Dans ce cadre-là, avec le président Maël Diza et le ministre, il a été travaillé avec la DGOM aussi, une éventuelle augmentation des bons ACT pour les personnes qui veulent voyager et dont le coût du billet était prohibitif. Donc le nouvel arrêté devrait paraître bientôt pour augmenter le niveau du bon. Le niveau du bon, actuellement, il est fixé par territoire. Il est entre 270 et 4, pour la zone Caraïbes et Mayotte 440, passant par la Réunion à 360 € par billet d'avion. Enfin, par aller-retour, pardon. Ça, ce sont les chiffres de l'activité. Présentation du partenariat pour l'emploi. Alors, il y avait la question dans votre trame sur le partenariat avec Pôle emploi. Effectivement, la DOM a toujours, depuis très longtemps, un partenariat avec Pôle emploi. Au septembre 2021 a été signé un partenariat qui prend effet qui a pris effet au 1er janvier 2022 et qui est pour une année de transition d'accompagnement différent du personnel de la DOM. C'est-à-dire que la DOM avant prescrivait, quand un ultramarin avait un projet de mobilité vers l'Hexagone pour une formation qui était demandeur d'emploi, la DOM prescrivait la formation, trouvait la formation à travers un marché et trouvait le logement toujours à travers ce marché et accompagnait la personne sur le territoire hexagonal pendant sa formation et jusqu'à 6 mois après. En 2022, avec la loi Liberté-Travail, la DOM n'est plus prescriptrice. Donc, on travaille avec Pôle emploi différemment et on partage autour du bénéficiaire qui peut soit venir à la DOM, soit venir à Pôle emploi. Et après, il y a un échange entre Pôle emploi et la DOM pour accompagner au mieux le bénéficiaire, soit avec les aides de Pôle emploi, soit avec les aides de la DOM. Ce partenariat change quand même beaucoup de la façon de faire, avec beaucoup de représentation de Pôle emploi sur les territoires. Donc il a fallu un temps d'appropriation un peu important, ce qui n'a pas conduit à une activité telle qu'on l'espérait en 2022 et qui tente à s'améliorer en 2023. En tout cas, en fin d'année, on a vu une hausse. Enfin, on voit que le travail avance. Voilà. Et l'avantage de ce partenariat, l'avantage premier, c'est que les ultramarins ont accès à tout le catalogue formation Pôle emploi et donc a priori plus de possibilités, sachant que la DOM n'accompagne, et je pense Pôle emploi aussi, que quand la filière ou la formation n'existe pas sur le territoire ou qu'elle est saturée. Sinon, ce qui est privilégié avant tout, c'est de faire la formation sur le territoire d'origine. Donc le prix du billet, on en a parlé. Je regarde en même temps la trame. Il y avait une question sur le transport de corps. Effectivement, il y a très peu de demandes. Et quand il y a des demandes, elles ne sont pas toutes éligibles. Elles sont sous plafond de ressources, ces demandes. Donc, tout ce qui est accompagnement à la continuité territoriale en tant que tel est sous plafond de ressources à 11 191 € par fiscal et par foyer. Tout ce qui est PMFP est sous plafond aussi, mais pour 26 300 € par fiscal. Donc, le transport de corps est soumis à plafond fiscal et puis nous intervenons sur le remboursement. Nous n'avançons pas les frais et c'est vrai que c'est un vrai frein puisque si l'avance est faite soit par une assistante sociale, soit par un CCAS local, on ne peut plus intervenir. Donc, ça ne facilite pas l'accès à ce dispositif. La région Réunion a voulu, avec nous, faire une convention pour une prise en charge immédiate et de leur part avec un système de remboursement de notre part ou un cofinancement. Par les textes, ce n'est pas permis. Sur la question 10, sur l'accompagnement des étudiants, mais peut-être M. Diza veut en parler. Oui. Alors,
Peut-être, je refais dans le désordre, hein, vous m'excuserez, peut-être, mais pour reprendre un peu pour m'assurer que tout le monde ait bien le fil. Donc, effectivement, donc, il y a eu l'ADOM par les évolutions législatives, hein, dont a parlé Madame Vétez sur le sujet Pôle emploi et le rapprochement, fait que l'ADOM et les missions de ses collaborateurs vont évoluer. Puisque toute cette partie prescription, qui était avant un élément fort de leur activité, pour parler simplement, est entre guillemets sous-traité désormais à Pôle emploi. Et donc cela va libérer du temps pour pouvoir faire autre chose. Et donc c'est dans cet esprit que ce rapprochement entre délégation interministérielle et l'ADOM a lieu, pour se dire comment utiliser au mieux ce temps libéré pour donner à l'ADOM des nouvelles missions, en commençant par reprendre certaines missions qu'avait la délégation. Par exemple, nous avons longuement parlé du logement les fois d'avant. Jusqu'à présent, l'ADOM accompagnait sur la billetterie les étudiants, et ces mêmes étudiants étaient accompagnés sur le logement par la délégation. Peut-être que désormais, ces étudiants pourraient être au global accompagnés sur les deux thèmes par la même personne. Et donc, l'idée était de faire ce rapprochement pour pouvoir aussi faciliter l'accompagnement et rendre un meilleur service aux étudiants. Et ensuite, il y a le sujet des nouvelles missions, qui correspond au point sur la question 7, sur quelles seront du coup demain les nouvelles missions, l'ADOM 2024, hein, donc on pourra rentrer dans le détail. Et donc c'est dans cet esprit qu'il y a désormais ce sujet de rapprochement, et donc l'idée est d'aboutir à l'issue de cette année à ce qu'on appelle entre nous le nouveau LADOM ou l'ADOM 2024, dont un certain nombre de réflexions et de concertations ont eu lieu, et qui va aboutir du coup à solidifier l'existant et aussi traiter de nouveaux sujets, de nouvelles missions. Donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes pour le coup tous les trois aujourd'hui, où il y a ces changements à la fois de personnes, ma nomination par la ministre comme personne qualifiée, puis mon élection à la présidence du CA a pour vocation à faciliter cette transition. Le fait que je sois dans les deux structures permet de faciliter, et à la fois la continuité avec Mme Vétez et l'arrivée de M. Hamada nous permettent de mettre tout ça en place cette année. Et nous avons comme objectif de créer en 2024 un LADOM avec des missions élargies qui pourront accompagner les étudiants notamment et le public cible sur un périmètre plus large. Et donc c'est ce qui amène du coup à répondre aux questions qui sont posées. Alors je ne sais pas si on continue à dérouler les questions. Est-ce que vous voulez déjà qu'on rentre des commentaires sur nos premiers éléments ou autre chose? Je vous propose qu'on continue à dérouler autant que possible, et puis après je laisserai la parole aux rapporteurs, puis à nos collègues qui sont présents ou à distance. D'accord. Donc du coup on reprend dans l'ordre, j'imagine. Alors peut-être des éléments, parce qu'il y a des éléments de réponse qui vous ont déjà été apportés, donc je pense que si vous voulez des précisions, on pourra vous les donner, notamment sur le premier pack de questions. Sur ce que M. Diza vient d'évoquer, notamment l'évolution de l'ADOM, qui me paraît très important, parce que faut qu'on arrive à se projeter. On a en effet un projet, l'ADOM 2024, une convention d'objectifs qui doit être définie avec le ministère de tutelle. Donc la manière dont on travaille aujourd'hui, il y a et vous l'évoquez d'ailleurs, une période de consultation, à la fois en interne, en externe, élus locaux, partenaires. Madame Zvetes s'était déplacée sur tous les territoires, ou quasiment tous, justement pour prendre le pouls et savoir quelles étaient les attentes. D'abord, quels étaient les ressentis par rapport au travail actuel de l'ADOM, et quelles étaient les attentes sur lesquelles on était éventuellement absent ou ce qu'il fallait améliorer, etc. Donc ce travail un peu introspectif et de consultation pour nous aider à nous projeter, et tout cela évidemment concerté avec les tutelles et aujourd'hui avec moi depuis mon arrivée. Donc on est sur une phase de construction, de co-construction de ce projet stratégique qui devra évidemment recueillir une validation politique et ensuite la vôtre via le PLF, parce que je pense que ça aura aussi des incidences budgétaires, donc Assemblée Sénat, pour arriver à avoir un outil complètement opérationnel dès le 1er janvier de l'année prochaine. C'est en tout cas notre ambition. Parce que la question est posée, on peut déjà d'abord vous dire qu'avant 2024, il y a 2023. Et que c'est en lien d'ailleurs avec vos questions sur rapport Cour des comptes et associés. C'est-à-dire qu'on a une structure aujourd'hui qui financièrement est saine. Il faut que l'on arrive à consolider nos acquis, consolider nos process pour être en capacité de se projeter justement sur de nouvelles missions.
L'accord avec Pôle emploi, le partenariat avec Pôle emploi, est à mon sens bénéfique, qui permet de faire bénéficier ou d'offrir aux ultramarins un panel de formations que l'on n'avait pas auparavant. Et ce qui nous permet, nous, c'est un peu ce que M. Liza disait, de nous concentrer, ce qui à mon sens est notre cœur de métier, ce qui doit être l'accompagnement. C'est-à-dire on doit être, à mon sens, les personnes qui sont les référentes mobilité pour les outre-mer et les ultramarins. Avec une différence entre les deux, mais je vous expliquerai à quoi je pense lorsque je dis ça. Et donc cette année, 2023, doit être l'année de la consolidation et du retour à une activité, j'allais dire, normale, après les périodes de confinement et qui ont forcément eu un impact sur les mobilités. Je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir. Et donc sur la projection 2024, à mon sens, mais on est vraiment au stade des réflexions, c'est pour ça que, et c'est très intéressant d'ailleurs qu'on puisse en discuter. Je pense que l'ADOM, qui est l'agence pour la mobilité, doit être l'agence pour la mobilité dans les deux sens. Qu'on doit permettre évidemment à celles et ceux, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais celles et ceux qui souhaitent avoir un projet professionnel qui ne peut pas se faire sur leur territoire, qui ne peut pas se faire dans leur région d'origine, puissent le faire dans l'Hexagone. Ça me semble être une promesse républicaine qu'on doit tenir. Dans le même temps, on doit permettre aussi, et donc ça c'est l'ADOM au service des ultramarins, on doit permettre aussi de faire en sorte que l'ADOM soit un outil au service des outre-mer. Les outre-mer aujourd'hui, dans leur diversité, ont quand même quelques points communs, et notamment, il y a des métiers en tension, il y a des besoins, il faut qu'on soit en capacité aussi, dans le cadre de nos missions, qui sont régies par le Code des transports. Donc c'est pour ça que sur certains sujets, on a du mal à en sortir, parce que les choses sont quand même très, très encadrées. On doit être capable de répondre à ces besoins des territoires, en formant des personnes qui répondent à ces besoins, et en accompagnant. C'est pour ça que je parlais de mobilité dans l'autre sens, en accompagnant des ultramarins, ou pas d'ailleurs, qui sont aujourd'hui dans l'Hexagone et qui souhaitent aller s'installer sur ces territoires, qui souhaitent apporter leur expérience, leur expertise, qui ont un projet de vie, même, ça va être aussi des personnes qui sont, pourquoi pas, à la retraite, mais pouvoir les accompagner. Ça veut dire que le travail que l'on fait aujourd'hui, qui est d'accompagner notamment des personnes qui sont en mobilité professionnelle, en leur trouvant un logement, en les accueillant à l'aéroport, etc., on doit être en capacité de le faire aussi dans les territoires d'outre-mer, et c'est quelque part aussi notre, je dirais pas notre ADN, mais en tout cas notre plus-value, que d'avoir autant de représentation sur le territoire hexagonal. Il n'y a pas beaucoup d'agences, vous le savez, qui ont autant de représentation, et outre-mer et hexagone. Et donc je pense que ça, il faut qu'on l'utilise collectivement pour être au service des territoires. Ça me semble être un élément extrêmement important. Pour revenir un peu sur... mais Mme Zetes pourra aussi le compléter, parce qu'elle a mené les consultations, mais il y a quelques items qui reviennent sur les besoins de ces territoires. Aujourd'hui, on ne s'adresse pas aux actifs. On ne travaille pas avec les actifs qui ont besoin de formation professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de le faire demain. Si tout cela, bien sûr, est validé. Pour les étudiants, on finance ou on cofinance le billet d'avion. Moi, je souhaiterais que l'on puisse, au moins sur la première année, parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais on finance un billet d'avion par étudiant, aller-retour. C'est-à-dire qu'il part et il a la possibilité de revenir. Et souvent, les études durant, si on prend la licence ou le BTS en 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire qu'il revient au bout des 3 ans. Je pense que la première année, comme la phase d'acclimatation quand même est assez compliquée, il serait intéressant de pouvoir offrir un aller-retour, par exemple, au moment des fêtes de Noël. La première année, c'est quand même une année cruciale. On a des jeunes, 18, 19 ans, 20 ans. Donc je pense que voilà, cette année un peu charnière, elle me semble être importante pour pouvoir offrir cette nouvelle possibilité d'un aller-retour supplémentaire. Et puis un accompagnement qu'on ne fait pas aujourd'hui et que les CROUS ont du mal à faire. D'accompagnement des ultramarins lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Et le fait qu'on ait nos équipes, autant d'implantation et une expérience de l'accompagnement sur la formation professionnelle me semble nous pousser, ou en tout cas, moi je le souhaite, à aussi accompagner les étudiants dans leur implantation sur le territoire hexagonal, les démarches CAF, les démarches de recherche de logement, de lien avec le CROUS, de facilitateurs en fait, sur le territoire hexagonal. Et je terminerai sur à mon sens, le rôle, puisqu'on n'a plus ce volet formation qui est exercé aujourd'hui par Pôle emploi, mais il reste quand même le travail qu'on fait avec les régions.
où là aussi, il y a des formations sur lesquelles on peut émarger et qui sortent du coup du cadre Pôle emploi. Et demain, si on est sur les actifs, on n'est pas non plus dans le cadre Pôle emploi. Donc Pôle emploi est un partenaire important, mais pas le seul aujourd'hui. On travaille déjà beaucoup avec les régions, avec lesquelles on signe régulièrement des accords pour accompagner des bénéficiaires. Ce que je souhaiterais à terme, mais ça, du coup je vous le livre, mais c'est une réflexion personnelle, je le répète, c'est que la DOM, que ce soit en Outre-mer ou que ce soit en Hexagone, soit le premier guichet de celles et ceux qui pensent à Outre-mer et mobilité. C'est-à-dire qu'une personne à l'Hexagone qui souhaite se projeter dans les Outre-mer se dise « je m'adresse à la DOM », et la DOM, puisque nous avons des CIP, ce qu'on appelle les conseillers d'insertion professionnelle, que ces conseillers jouent pleinement leur rôle de conseiller et accompagnent ces personnes-là dans leur projet de vie vers les territoires d'outre-mer, qu'ils soient ou pas accompagnés par des dispositifs de la DOM en interne, mais qu'on soit en capacité de les orienter vers les bonnes personnes, les bons organismes, pour que le déplacement, la construction de ce projet de vie se fasse dans de bonnes conditions, et de la même manière dans l'outre-mer, qu'on soit aussi les référents mobilité. C'est-à-dire que dès qu'un jeune ou un moins jeune pense à une mobilité, pense à une formation professionnelle, pense à un projet de vie ailleurs que sur son territoire, que ce soit dans la région ou dans l'Hexagone, qu'il ait ce réflexe, la DOM, et que la DOM se charge ensuite, en gros, tout ce qui sera lien avec les organismes divers et variés, tout ça sera de la tuyauterie interne, et qui est un interlocuteur à peu près unique et un parcours qui permettent de ne pas perdre ces jeunes ou ces moins jeunes qui ont ce projet de vie de mobilité lié à une mobilité sur la zone ou sur l'Hexagone. Donc voilà comme premier élément peut-être pour répondre à vos questions sur ce que peut être l'avenir de la DOM demain. Comme vient de l'aborder le directeur général, il y avait aussi une question, et ça recoupe les propos sur les accords qu'on a avec des régions, enfin les conventions qu'on a avec les régions et les départements. Actuellement, nous avons autour de la formation et de l'emploi des conventions financières, c'est-à-dire que les régions ou les départements, nous avons un travail commun. Eux, les régions ont la capacité de prescrire, donc ils prescrivent les formations et nous, on les met en œuvre en cherchant l'organisme de formation conjointement avec les régions. Donc, c'est les régions qui décident de qui part et qui part pas. Nous, on vérifie l'éligibilité, on accompagne sur le territoire hexagonal ensuite. Donc, on a une convention avec la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Martin. Et en France hexagonale, on a aussi des conventions avec les régions, même si c'est inscrit dans la loi et que n'importe quel Français, d'où qu'il soit, peut avoir accès à la formation proposée, par exemple pour la région Rhône-Alpes. On a des accords quand même privilégiés pour ne pas oublier de prendre en compte les besoins des ultramarins. On a des conventions aussi avec des bailleurs sociaux pour trouver des logements plus facilement. Et infra, alors des conventions sans enjeu financier, mais pour sceller des partenariats et mieux travailler ensemble. Je pense notamment aux EPCI en Guadeloupe. Parfois, on a des accords pour faire de la promotion commune autour de la formation en mobilité. Sachant que quand on fait nos statistiques à 6 mois, il y a 75% des personnes qu'on a accompagnées qui sont insérées dans l'emploi. Et quand on fait nos statistiques aussi, il y a 50% des personnes qui retournent sur leur territoire d'origine, alors immédiatement, mais elles peuvent retourner après, mais on n'a plus de suivi. Donc, et puis elles peuvent retourner juste après et puis repartir, ça on n'a pas le suivi. Donc c'est pas très fin, mais en tout cas on a du retour à 50% puisqu'on prend en charge le billet retour. Sur ce dispositif. Toujours en termes de la continuité territoriale, vous avez une question sur le rendu de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui dit en gros que les régions ne peuvent pas prendre en charge, ça ne peut pas faire partie, si je fais grossièrement, ne peut pas prendre en charge les frais de continuité territoriale entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Alors, c'est une histoire qui vient de La Réunion, me semble-t-il. La région avait pris en charge cette mission. Nous, en gros, en tant qu'établissement public administratif, on est garant d'une équité sur tous les territoires. Je peux vous dire que ça par rapport à ce travail-là. Enfin, mais la Cour d'appel administrative a dit que c'était pas
normal, enfin, entendable que ce soit les régions. Moi, j'ai pas d'opinion à ce sujet, plus que je peux vous dire que nous, on est un établissement public, donc on met les mêmes moyens sur tous les territoires. Mais je ne peux pas cerner plus cette décision de la Cour administrative qui est antérieure à mon arrivée, dont j'ai pas suivi les premiers pas. Mais on peut essayer de vous apporter une réponse si quelqu'un a une spécification de cette question plus en amont que ce qui est écrit dans le texte. On peut essayer de répondre. Pour en finir, pour compléter les propos de M. Hamada sur la consultation ADOM 2024, la première des demandes des territoires ultramarins, c'est d'améliorer nos propres dispositifs par, comme l'a dit M. Hamada, l'accompagnement des étudiants, la prise en compte du handicap, des choses qui sont utiles à la population. La deuxième demande est plus située au niveau de la prise en charge des salariés avec la réforme des OPCO pour les frais de déplacement et d'hébergement. Et le troisième point le plus cité, c'est l'accompagnement au retour ou à l'installation sur les territoires. En fait, dans l'esprit, c'est pour accompagner le développement des territoires et sortir un peu de l'aide à la personne, mais de plus s'inscrire dans le développement du territoire local pour permettre son développement économique et social. Si vous avez, je pense, couvert le tour d'horizon à ce stade, je vous propose peut-être qu'on passe la parole aux rapporteurs qui pourront peut-être demander des précisions et puis ensuite à nos collègues qui sont présents et à distance. Je laisse la parole, je ne sais pas, à Catherine peut-être chère Catherine? Oui, bonjour Président, oui, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président de l'ADOM, cher Maël, Monsieur le Directeur et Madame la Directrice par intérim à l'époque. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Enfin, j'ai déjà été plusieurs fois auditionnée par l'ADOM, au moins 3 fois, je pense, depuis l'époque du ministère de Madame Girardin, pour ce nouvel ADOM, hein, que tout le monde appelle de ses voeux. Ce qui m'a toujours choqué particulièrement, c'est ce plafond de ressources dont il faut faire preuve pour bénéficier de l'ADOM, 11 000 euros. Vous venez de rappeler le chiffre, enfin 11 000 et quelques euros. C'est très très bas comme plafond. La deuxième chose, c'est le souhait que tout le monde formule que cette affaire de la continuité territoriale soit la plus équitable possible sur les territoires. Nous avons auditionné la Corse ici, et on est très loin du compte, hein, si on doit comparer, même si la Corse est plus près, que les billets sont forcément moins chers et tout. On est vraiment très loin du compte en matière d'équité, hein, mais vraiment très loin du compte. Je ne parle même pas des montants. Les montants, c'est plus de 200 millions d'euros. D'accord, bon, on va comparer ce qui est comparable, mais les conditions d'accès, les critères et tout, on est vraiment très, très loin du compte. Donc, s'il y a quelque chose qui doit guider l'ADOM, quelque chose de transversal qui doit guider l'ADOM dans sa réforme, c'est cette recherche d'équité. Je ne parle même pas d'égalité, parce que dans le domaine, les territoires sont tellement différents, il y a tellement de critères différents qu'on ne pourra pas parler d'égalité, mais qu'au moins qu'il y ait de l'équité en termes d'accès à la continuité territoriale. La troisième chose, qui est pour moi extrêmement importante, c'est le traitement différencié par territoire. Nous avons par exemple Guadeloupe et Martinique, qui sont des territoires en dépeuplement. Il ne faut pas donner l'impression que la DOM vient faire une saignée de plus dans ce territoire qui perd, si je parle de la Martinique, environ, en un peu plus de 10 ans, a perdu 50 000 âmes. 50 000 âmes. Est passé de 400 000 à moins de 350 000 habitants aujourd'hui, avec une part de jeunes de plus en plus faible par rapport à une part de personnes de plus de 65 ans. Donc, il faut vraiment travailler à des contrats territorialisés en fonction des besoins et que même pour les formations, on ne soit pas dans des formations dans lesquelles on envoie les gens pour le principe, on veut faire une formation, n'importe laquelle, et on peut partir. Il faut vraiment cibler les métiers en tension. Je crois que
Madame la directrice adjointe en a parlé, les métiers en tension et travailler à la construction de projets de développement économique et humain par territoire. Ça, c'est vraiment très important. La dernière chose que je voulais vous demander, qu'est-ce que la DOM a prévu pour être plus accessible, plus visible? Il y a des difficultés énormes à pouvoir souvent rentrer en contact avec la DOM. L'essentiel des procédures se passe par Internet. Il y a dans certains territoires des gens qui sont en fracture avec Internet, qui ne savent pas l'utiliser. Je pense peut-être pas aux étudiants qui sont nés de cette génération-là, les jeunes, mais je parle aux personnes un peu plus âgées, qui ont, par exemple, un projet de vie en termes de formation et pour qui l'accès à Internet est un vrai problème. Enfin, comment, là aussi, on travaille à un meilleur accès. On voit bien que les montants sont faibles pour tout ce qui concerne la continuité funéraire et l'accès des sportifs. On sait qu'il y a des sportifs et artistes. Il y a des fonds au ministère de l'Outre-mer, ce fameux FEBEX aussi qui a été augmenté et qui pourtant montre des chiffres qui ne sont pas qui sont pas terribles en matière de consommation. Il y a la possibilité de la DOM. À quel moment on crée une espèce de guichet unique entre toutes ces formules-là qui permettrait à une troupe de théâtre, à un orchestre ou à des sportifs de partir plus facilement pour leur entraînement. C'est le parcours du combattant aujourd'hui quand des artistes ou des sportifs doivent se déplacer, si bien que souvent ils renoncent à un contrat, ils renoncent, ou alors des dirigeants sportifs qui sont pris dans des promotions qu'ils doivent assumer parce qu'on passe d'une division à une autre, d'une poule à une autre, eh bien, ont toutes les peines du monde et se retrouvent souvent à aller mendier des délais de trésorerie auprès des agences de voyage. Et je peux vous dire que je reçois des dirigeants sportifs qui sont parfois désespérés et au bord de ne pas pouvoir partir, faire tel ou tel match ou tel stage sur le territoire français. Alors, vraiment, comment on travaille à tout cela. Et puis, pour terminer vraiment, le volet retour de la DOM qui était prévu à l'origine, on en a largement discuté à l'époque avec Florus Nestor et Philippe Joc quand ils étaient à la gouvernance de la DOM. À quel moment on travaille au retour des populations dans leur pays, à quel moment un billet retour peut être donné sans avoir eu un billet aller. Il y a aujourd'hui des jeunes qui veulent rentrer en Martinique, par exemple, et au vu de notre situation démographique, ce sont des aubaines pour nous. Chaque retour est une pépite, mais il faut pouvoir trouver un kit de suivi, d'aide dans le cadre de la mobilité retour, sur des métiers en tension, sur des stages à aller effectuer au pays, sur des jurys auxquels il faut répondre. Et toute cette semaine encore, j'ai rencontré un jeune qui est rentré passer 3 jurys. Il a dû prendre ce billet d'avion sur ses propres fonds pour tenter d'être accepté dans un emploi en Martinique et en tout cas être dans son souhait de rentrer au pays. Voilà pour mes questions pour l'instant. Je propose de pouvoir répondre et puis après je laisserai la parole peut-être à Guillaume Chevrollier pour enchaîner. Bien, merci Madame la sénatrice. Alors peut-être je vais juste faire un point... Pardon. Vous vouliez... pardon. Oui. Peut-être je vais juste faire un point un peu de vision et puis je vous laisserai Florence et Saïd sur la suite. Moi, je voulais dire que déjà, je pense que nous sommes totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Nous avons eu l'occasion d'échanger précédemment et donc évidemment sur la vision, il n'y a pas de difficulté. Et aussi, s'il a été fait ce choix de personnes maintenant à la direction, c'est aussi pour impulser ce que vous avez dit. Et j'ai envie de dire que la seule limite qui se pose à nous, c'est financier. Évidemment, les dispositifs sont existants et il a été fait le choix à l'origine de les restreindre à un public très précaire. Évidemment, ils existent, ils ont vocation à exister pour tout le monde et tout le monde en a besoin. Même les personnes les moins précaires des territoires, dans les conditions actuelles, un billet d'avion reste un billet d'avion et reste un investissement important. Et donc,
Sur le sujet, juste, je voulais préciser, pas pour vous, parce que vous savez, mais puisque nous sommes écoutés et enregistrés, que la DOM n'intervient vraiment, depuis son origine, exclusivement, que sur des formations inexistantes ou saturées. La DOM n'intervient pas quand il y a sur place la même filière. Et donc, il y a vraiment une volonté historique de la DOM, et évidemment nous-mêmes depuis, mais de toujours, de pas du tout rentrer en concurrence ou pas du tout d'offrir d'alternatives en métropole s'il existe sur place une possibilité. Et donc ça, c'est un point cardinal de la DOM qui va être poursuivi et pour lequel vraiment nous faisons nos meilleurs efforts. Systématiquement, nous sommes sollicités même en direct par des personnes qui aimeraient être accompagnées sur un billet d'avion ou autre chose. Et quand on se rend compte par nous-mêmes qu'il y a sur place l'option, évidemment, qu'il n'y a pas d'accompagnement possible. Sur le sujet juste démographique, alors évidemment, en tant que Guadeloupéen, je ne peux qu'être d'accord sur la tristesse du nombre de population qui disparaît. Simplement sur les chiffres, quand on regarde, entre guillemets, le nombre de personnes qui sont bénéficiaires de la DOM par territoire pour venir en hexagone, et quand on prend en compte que 1 sur 2 minimum rentre dans les 6 mois, sachant que d'autres retournent après, la DOM contribue, c'est vraiment epsilon au départ. C'est pas, entre guillemets, la DOM qui fait que les gens partent, parce que les gens qui partent sont déjà peu nombreux par la DOM, à notre grand désarroi, parce qu'on a du coup une clientèle qui s'amenuise, mais en plus, parmi ceux qui partent, il y a au moins 1 sur 2 qui rentrent. Et donc, c'est vrai qu'il y a, et je parle pas de c'est pas ciblé, c'est un commentaire qui nous revient souvent, la DOM ne contribue pas, pour le coup, au départ, et pour le coup, on y veille vraiment très précisément. Sur le sujet des dispositifs, je laisserai évidemment Madame Vétès et Monsieur Amada répondre, et je voudrais juste préciser quelque chose qui effectivement est une difficulté sur les plafonds de ressources. Vous avez raison, Madame la sénatrice, le chiffre de 12 000 € par part de quotient familial est très faible. Alors, c'est par part, donc c'est pas pour le foyer, c'est pas par le foyer, c'est vraiment par part. Donc, s'il y a un couple, chacun a une part, plus les enfants. C'est vrai que c'est très faible. Et donc, nous sommes, pour le coup, en train de faire une étude pour vraiment cibler le nombre de personnes qui seraient éligibles sur le territoire. Et par rapport à ce nombre de personnes éligibles, combien d'entre eux font appel à la DOM? Et combien parmi eux qui ont fait appel à la DOM, malgré cela, ne partent pas, parce que le reste à charge est trop important. Ce qu'on voit quand même, et c'est une de nos tristesses quotidiennes, c'est que la DOM a des dispositifs qui existent, dont les crédits sont mobilisés, et malgré cela, les gens ne partent pas. Parce que quand le reste à charge est de 1 000 €, même si vous êtes aidé à 50%, à 80%, à 90%, c'est les 10% restants, c'est 1 000 €, il faut les sortir. Et donc, malgré cela, notamment à Mayotte, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font la demande de bons et qui ne l'utilisent pas. Et c'est là où c'est vraiment une tristesse de voir que les crédits sont là et qu'on n'arrive pas à les utiliser. Donc c'est vrai qu'il y a un travail vraiment de refonte sur les critères de ressources. Et notre seule limite sera les budgets votés en PLF. Et donc évidemment qu'on sera demandeur d'aide pour pouvoir que ces budgets soient augmentés et pour pouvoir toucher la population le plus large possible. Voilà, je vous laisse répondre sur les sujets. Oui. Donc je reprends le fil sur les plafonds de ressources. Alors c'est vrai que le plafond est bas, mais pour objectiver les choses, et c'est ce qu'on essaie de faire avec notamment la DGFiP, on souhaite avoir, parce qu'on l'a toujours pas, la connaissance du potentiel, j'allais dire, en tout cas du nombre de personnes qui potentiellement pourraient s'adresser à la DOM sur chacun des territoires. Je pense que par exemple sur Mayotte, malheureusement, parce que le niveau de richesse est relativement bas par rapport aux autres territoires ultramarins et encore pire par rapport à l'Hexagone, il y a plus de personnes potentiellement éligibles que sur d'autres territoires d'outre-mer. Et donc déjà, savoir de quoi on parle, c'est-à-dire quel est le public aujourd'hui éligible. Ce qui nous permettra d'avoir de manière très objective, de savoir si rapporté à la population, on a un impact potentiel qui on peut avoir potentiellement un impact sur les territoires. C'est-à-dire que si sur un territoire, vous avez 1% de la population qui est éligible aux aides de la DOM, il faut qu'on se pose la question réellement du plafond de ressources. Là, il est clairement trop bas. Et ça rejoint d'ailleurs ce que Mme Concon disait, Mme la sénatrice, sur le fait de territorialiser un peu nos aides. Si sur Mayotte, on est sur 1 personne sur 2, du coup, le plafond de ressources,
on peut dire qu'il est au bon niveau. Vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de ça, premier niveau de réflexion, et deuxième niveau de réflexion, comme Elisa a évoqué aussi, c'est de savoir quel est notre, on va appeler ça un taux de couverture. Voilà, c'est pas très joli, mais c'est un peu, c'est-à-dire sur le potentiel que l'on a sur ces territoires, combien de personnes s'adressent à la DOM. Alors ça peut être, et celles qui ne s'adressent pas à nous, soit elles ne nous connaissent pas, soit elles n'ont pas de projet, etc. Mais ce qui nous permet, en comparant les territoires, de savoir si, par exemple, sur la Martinique, on touche une personne sur deux, ou une personne sur deux s'adresse à nous, ou s'est adressée à nous pour des projets de mobilité, qu'ils aboutissent ou pas, et que sur notre territoire, on est sur une personne sur 4, voire moins, ça nous donne, nous, des indicateurs d'activité pour savoir où est-ce qu'on doit porter l'effort et savoir ce qui est adapté ou qui ne l'est pas. Ce travail, jusqu'à présent, n'avait pas été fait, ce qui nous permettra d'être plus proche des territoires, là aussi, et de la réalité des territoires, du niveau de vie. Parce que je le disais, le Code des transports nous régit. Le Code des transports permet justement d'avoir des plafonds de ressources adaptés au niveau de vie des territoires. Donc, ce que l'on peut porter, ou ce que l'on va essayer de porter, c'est justement cette approche territorialisée pour essayer d'avoir des choses qui soient adaptées, parce que les territoires sont différents, vous le savez aussi bien que moi, et même s'il y a des points communs, il y a quand même aussi de grosses différences qu'il faut qu'on soit en capacité de prendre en compte. Sur l'aspect de la démographie de certains territoires, alors c'est un vrai sujet et qui nous interpelle. On peut dire qui nous inquiète, mais en tout cas qui nous interpelle, qui doit tous nous interpeller. Je pense qu'on doit tous travailler à l'attractivité, une meilleure attractivité de certains territoires. On parle de l'outre-mer, ça vaut aussi pour certains territoires ruraux. Bon. Je pense qu'il faut qu'on distingue les choses et qu'on mette les responsabilités au bon niveau. Notre rôle, c'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus et je me permets de le faire à nouveau, et de faire en sorte que, si je prends les étudiants, que le champ des possibles soit le même pour tous. Ce qui veut dire en creux que être né en Martinique ne doit pas devenir, entre guillemets, une assignation à résidence. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire à un jeune Martiniquais ou un jeune Guadeloupéen, parce que tu es né dans ces territoires, tu dois absolument y revenir. Tout comme on ne peut pas dire à un Breton, parce que tu es né en Bretagne, il faut que tu reviennes en Bretagne parce que le territoire se dépeuple. Il me semble que la promesse républicaine ne peut pas être celle-là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que les orientations politiques me diront, non, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut absolument qu'ils reviennent, parce qu'ils sont dans les territoires dépeuplés. À mon sens, la promesse républicaine, elle n'est pas celle-là. Par contre, et c'est pour ça que je parlais de mobilité dans les deux sens, notre rôle doit être aussi d'accompagner celles et ceux qui veulent revenir ou qui veulent venir, parce que je pense que ça peut concerner, ça doit concerner les ultramarins qui doivent revenir, ça doit aussi concerner n'importe quel Français qui a un projet de vie dans ces territoires. Et ça, je pense que c'est une mission aujourd'hui qui n'est pas inscrite dans le Code des transports. On n'a pas le droit aujourd'hui de le faire, il faut être bien clair là-dessus. Et c'est ce que je souhaite porter. Et je peux vous dire que, sans rien dévoiler, que le ministre est complètement ouvert à cela et qu'il souhaite que la mobilité se fasse dans les deux sens. À chaque fois que je l'ai vu, c'est un sujet qu'il a évoqué sur la manière d'accompagner dans l'autre sens ceux qui veulent revenir ou venir dans les territoires ultramarins, pour quelque raison que ce soit, mais notamment pour servir les besoins du territoire. Et je fais le lien avec les métiers en tension. Nos partenariats, ce qu'on développe notamment avec les régions d'outre-mer, mais pas seulement, il y a aussi des partenariats, et c'est ce qu'on fait dans quasiment toutes les régions, avec les régions en France hexagonale, nous permettent d'offrir aux populations ultramarines des formations dans les métiers en tension. Et c'est ce qu'on va essayer de flécher, de promouvoir. Aujourd'hui, on le faisait, j'allais dire, un peu tout azimut, c'est-à-dire que c'est en fonction du besoin personnel. C'est ce que Mme Zeta disait, c'était un projet individuel. La personne veut se former dans ce domaine, on lui donne la possibilité de le faire si ça n'existe pas sur le territoire ou sur la zone. En parallèle de ça, ou avec ça, il faut qu'on puisse aussi avoir des dispositifs existants sur les métiers en tension sur chacun des territoires. Et là, ce sont les élus locaux, ce sont les régions, ce sont les acteurs locaux qui doivent nous dire quels sont les métiers en tension pour qu'on puisse offrir cette offre, proposer cette offre à celles et ceux qui veulent se former et dire à celles et ceux, et c'est l'avantage d'avoir autant d'antennes dans la zone en France hexagonale, à celles et ceux qui veulent s'implanter, qui se projettent en Outre-mer, voilà quels sont aujourd'hui les métiers en tension sur lesquels tu peux éventuellement te former si tu n'as pas la formation, pour aller travailler ou avoir des chances d'obtenir un travail de manière plus sécure. Donc, je pense que je rejoins complètement Madame la sénatrice sur le fait que ce retour doit être accompagné, mieux accompagné. Et c'est en tout cas, moi, c'est
c'est l'un, j'allais dire, depuis que je suis en responsabilité, ça fait quelques semaines, mais Madame Azvétès pourrait en témoigner, c'est ce que je dis à tous les acteurs que je rencontre, tous. Et je le dis, on est complètement aligné sur cet aspect-là avec le ministre, donc j'ai bon espoir qu'on y arrive, et Lisa le disait, ça dépendra aussi des moyens que nous donnerons les assemblées, la représentation nationale pour exercer ces missions, ces nouvelles missions, parce que ce sont de nouvelles missions aujourd'hui que l'on n'a pas. Donc on proposera tout cela évidemment, on fera les économies qu'il faut où il faut, mais qui dit nouvelle mission, dit nouvelle organisation. La chance qu'on a, c'est qu'on a déjà des antennes, mais ça demandera forcément aussi une nouvelle, j'allais dire, réorganisation qui, à mon sens, entraînera peut-être, je m'avance peut-être un peu, mais on verra ce que ça donnera comme implication financière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, vous serez associé à ces choix stratégiques. Sur la question des talents, sur la partie chiffrée, je laisserai Madame Azvétès le dire, mais ce sont des choses que l'on fait déjà et que l'on veut développer. Quand je dis on, là aussi, entretien avec le ministre a été très clair sur le fait que les talents, et notamment sur ce qu'il appelait les talents, c'est pour ça que et derrière les talents, donc, sont les acteurs culturels, les acteurs sportifs, puissent être accompagnés, si tant est qu'ils sachent aussi que la DOM propose cela aujourd'hui, ce dont je ne suis pas certain. Alors, je n'ai pas encore fait le tour des Outre-mer, mais j'en connais certains pour d'autres raisons. Je ne suis pas certain que tous les habitants des Outre-mer sachent que la DOM peut accompagner dans le domaine culturel des acteurs, des artistes ou des sportifs. Donc ça, il faut qu'on le développe. Il y a un travail de communication à faire. Et ça rejoint d'ailleurs la question de l'accueil et de la communication de la DOM sur les territoires. Ce sera aussi un travail, quand je parlais tout à l'heure de consolidation de nos acquis, c'est exactement ça. C'est-à-dire la DOM sur les territoires, pour devenir cet acteur de la mobilité, il doit être vu, il doit être connu. Et ça passe par, alors, évidemment, de la communication, ça passe aussi par un accueil de qualité, un accueil téléphonique de qualité. Donc je laisserai là aussi Madame Azvétès nous dire ce qui a déjà été fait, notamment en matière d'outils informatiques. J'étais hier d'ailleurs en démonstration pour améliorer cet accueil. Et il y a, et je rejoins complètement cette réflexion, des personnes qui peuvent complètement le faire de manière dématérialisée, et on va faire en sorte que ce soit optimal. Et des personnes, et plus nombreuses dans notre public que peut-être dans d'autres publics qui s'adressent à des administrations, qui n'ont pas cette capacité-là de le faire par voie dématérialisée. Et c'est pour ça qu'on a des antennes sur les territoires. Sinon on n'aurait même pas vocation à être présent physiquement sur les départements ou les régions d'outre-mer ou d'Hexagone. C'est justement parce qu'il y a ce besoin d'accompagnement. Il doit être amélioré, et j'aurai l'occasion d'en discuter avec les UL pour savoir comment est-ce qu'on peut, en fonction des environnements locaux, faire en sorte que l'accueil soit le meilleur possible. Mais comprenez bien que l'accueil qu'on peut faire à Mayotte, j'ai un sénateur Tani devant moi, ou en Guyane, quand on voit l'écart qu'il y a entre Saint-Laurent-de-Maroni et Cayenne, il ne peut pas être le même. Et donc il faut qu'on adapte nos dispositifs et d'accueil au public et à l'environnement local. Mais ça, je pourrais réellement vous apporter une réponse définitive dans ce qui d'ailleurs sera dans le projet 2024 sur ces points-là. Lorsque j'aurai fait le tour de territoire, ce sera fait avant la mi-2023, pour que les choses soient complètement opérationnelles le plus vite possible. C'est vraiment une de mes priorités. Alors, Madame Azvétès, peut-être sur les éléments talent, on va dire. Oui, donc le dispositif talent, appelons-le comme ça, est en place depuis 2021. Elle rencontre assez peu de succès, mais ça rejoindra un des points qu'on avait abordé avec Mme Conconne quand on s'était rencontrés au mois de juillet, c'est la communication. Donc nous avons eu, les recours ont été assez limités. Pour les sportifs, il y a jusqu'à 3 déplacements par an pour les jeunes espoirs qui sont financés, en partie, pas dans leur totalité. Pour les artistes, c'est un déplacement par an, et pour les doctorants et les post-doctorants, c'est aussi un déplacement par an. On a eu 21 demandes, mais on a eu 21 bons délivrés à ces titres-là. Donc, sur une année entière, on est très loin du compte. Ça rejoint la question de la communication. Pour légitimer nos propos, on a fait une étude de satisfaction. On a interrogé 57 000 bénéficiaires de la DOM depuis 2019. On a eu un excellent taux de retour, donc nos chiffres sont significatifs pour les conclusions. Nous avons un taux de recommandation, commençons par les choses positives, de 94%, un taux de satisfaction du public encadré de 86%.
Sur les moyens de communication, là, effectivement, ça corrobore tout à fait ce que vous avez dit, mais je pense que ce que vous remarquez aussi dans vos territoires, c'est on n'arrive pas à joindre la DOM au téléphone, on n'a pas toutes les infos. Et donc là, à court terme, on a déjà changé les horaires d'accueil, parce que les unités territoriales n'était pas suffisamment ouverte. Donc, on sait que quand quelqu'un a une envie, il faut répondre immédiatement. Sinon, demain, elle peut être passée ou dans 3 jours, elle peut être passée. Donc, on a augmenté nos horaires d'ouverture avec minimum 5 heures d'ouverture par jour, lycée sur la semaine ou pas, mais en tout cas des horaires plus fixes. On a amélioré la solution téléphonique qui n'avait pas été revue depuis 2010. On est passé sur la voie sur IP, donc maintenant les messages arrivent directement quand on n'y répond pas, arrivent sur la boîte mail, et on a des éléments de réponse plus faciles. On a testé sur la Guyane, il y a 3 appels qui n'ont pas été répondus sur 500 au mois de janvier, donc on s'améliore. Donc on contrôle beaucoup plus, et on a des outils de contrôle aussi au siège pour améliorer concrètement le suivi et comprendre les difficultés. On a des spécificités aussi dans les dossiers. C'est vrai que à Mayotte, par exemple, on rencontre plus de difficultés à monter les dossiers eu égard aux documents administratifs qu'il faut fournir. On a en Guyane aussi. Mais ce qu'on remarque quand même sur les territoires, moi j'ai fait le tour des DROM, et c'est vrai qu'il y a énormément de dispositifs dans les DROM. Je pense là à Lévigny, à Léviré, l'école de la deuxième chance de Guyane, le conseil départemental de Mayotte, qui a des instances spécifiques à la mobilité et à l'encadrement des jeunes. Et il y a aussi pour l'État le SMA, qui aussi permet au territoire d'avoir des forces vives, et puis nous d'accompagner la mobilité. Mais il y a un problème de coordination et de réseau sur les territoires pour que l'offre globale et que la personne sache tout ce qu'il y a sur son territoire. Il y a les dispositifs de la DOM, mais il y a aussi les autres dispositifs qui sont aussi un peu en difficulté pour être identifiés dans les territoires. Donc on améliore. Donc on a aussi pris la décision d'avoir une stratégie réseaux sociaux. Donc maintenant nous sommes sur les réseaux sociaux depuis le mois de décembre, avec des contenus récurrents pour qu'on s'habitue. Donc on est sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Twitter, et sur YouTube, sur la chaîne YouTube. On va aussi améliorer notre site internet, c'est-à-dire qu'on va dans très peu de temps mettre en place un simulateur d'aide pour que ce soit plus parlant aux gens qui arrivent sur un site où ils ne comprennent même pas où il faut aller parce que il n'est pas très clair. Donc on améliore pour être plus pratico-pratique, plus facilement accessible. En tenant compte, on discute beaucoup avec Madame Lativelle, qui est vice-présidente de la région Réunion, sur les difficultés liées à l'écriture et à la lecture de la langue française. Et d'ailleurs, on fait des spots en shimaoré pour qu'ils soient compris par tous. Et le maximum, on a fait une campagne spécifique à Mayotte l'année dernière qui a fait remonter les chiffres de l'accessibilité à nos services, notamment en termes d'ACT. Donc on essaye d'être au plus proche des diversités des territoires pour communiquer sur les meilleurs réseaux et avec les meilleurs outils. Pour les dispositifs particuliers, on a aussi des dispositifs qui sont assez peu connus encore, comme l'accompagnement sur les euros de concours, qui ne sont pas non plus assez connus, mais on va améliorer ça cette année. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Merci aux intervenants. Ma collègue rapporteure, que je salue, a déjà abordé beaucoup de questions. Moi, j'avais celle, mais vous l'avez déjà largement aussi abordé, c'est l'accès aux droits et quelles sont les personnes éligibles au dispositif et qui n'en auraient pas connaissance. Et voilà, c'est le sujet majeur. Mais vous en avez parlé. Travailler à la mobilité et d'une façon large, et pour des mobilités professionnelles, vous avez l'intention de développer le champ d'action de l'ADOM. J'aurais une question sur est-ce que vous avez évalué, vous êtes en réflexion sur une étude d'impact et sur une budgétisation de ces élargissements de compétences. Vous avez dit que ça dépend
de la loi de finances, mais pour ça, pour qu'on la vote, il faut qu'on soit éclairé avec des données chiffrées et des études d'impact qui sont malheureusement souvent insuffisamment fournies. Donc, vous pouvez nous développer là-dessus, ce serait intéressant. Et je voulais revenir sur le questionnaire, peut-être un point que vous n'avez pas abordé et qui est souvent revenu dans nos auditions. Il y a la mobilité entre la métropole et les Outre-mer, mais aussi cette mobilité entre territoires ultramarins, même quand il s'agit d'archipels déjà internes, et puis également entre différents territoires ultramarins. Est-ce que vous envisagez de renforcer la participation au financement pour permettre cette mobilité, renforcer ces liens, bien sûr, entre la métropole et les Outre-mer, et puis également les Outre-mer entre eux? Et puis, la question numéro 4 que vous n'avez pas abordée, là, par rapport à, en 2018, une décision du Défenseur des droits alertait sur des difficultés récurrentes rencontrées par des usagers, en particulier sur les délais de traitement de vos demandes. Alors, est-ce que depuis cette alerte du Défenseur des droits, est-ce qu'il y a eu des améliorations d'apporter? Et aussi votre regard sur le dispositif Corse, est-ce qu'il vous paraît transposable à l'ensemble des Outre-mer? Merci. Alors, sur l'étude d'impact, alors c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres parce que les orientations n'ont pas été validées. Donc là, vous connaissez, j'allais dire, le rétro-planning lié au PLF. Aujourd'hui, on est au stade des réflexions. Notre responsabilité, j'allais dire, à tous les trois, c'est de faire en sorte de proposer au ministère de tutelle un projet stratégique qui doit d'abord, justement, dans ses orientations, être validé. Après, je sais qu'il y a des risques, des rimes, des discussions, etc. Le SIOM en préparation. Donc, ils valideront à un moment donné des objets stratégiques. Il nous appartiendra ensuite, en lien là aussi avec le ministère de tutelle, de budgétiser tout ça pour inscrire cela dans le cadre du processus qui amène ensuite au vote du PLF. Donc, tout ça pour vous dire qu'avant l'été, tout cela aura été budgétisé. Mais j'entends bien ce que vous dites sur l'étude d'impact, parce que là-dessus, je pense qu'on sera les mieux outillés pour alimenter justement les effets et je vais dire, le corps ou le principal corpus de cette étude d'impact, qui sera évidemment à la main des ministères de tutelle, mais il me semble que sur un outil aussi particulier, qui n'a pas beaucoup d'équivalent, on se chargera, tous les trois dans les compétences qui sont les nôtres, de faire en sorte que cette étude d'impact soit la plus étayée possible et que vous ayez du coup un maximum d'éléments pour pouvoir prendre une décision réfléchie en matière de financement de la DOM et de manière générale de la mobilité des ultramarins, que je souhaite, je le répète, dans les deux sens. Vous parliez de la mobilité infrarégionale et la question de savoir si on renforçait le financement de la mobilité intrarégionale. On n'a pas de ligne particulière pour la mobilité infrarégionale. C'est la même ligne que l'on a pour la mobilité, qu'elle soit infrarégionale ou en direction de l'Hexagone. Ce que je souhaite, parce que j'entends, et c'est normal, là aussi sur une politique de communication, c'est que l'on soit plus clair sur ce qu'on appelle mobilité et à quel moment on intervient. Comme on le disait, lorsque la formation, pour prendre la formation professionnelle, n'existe pas sur place ou est saturée, l'aide de la DOM est mobilisable. Moi, je souhaite instaurer un deuxième niveau, qui est celui de la non-saturation ou l'inexistence de cette formation à l'échelle régionale. Et donc, pour faciliter justement ces échanges. Aujourd'hui, ils sont déjà possibles. On finance déjà de la formation infrarégionale. Il n'y a aucun problème aujourd'hui pour la financer. Absolument aucun. Ce qui peut être limitatif, c'est l'aspect communication, et y compris, et là du coup, on regarde de notre côté, on balaye devant notre porte, la connaissance aussi pour le CIP de tous les dispositifs existants sur la zone pour être force de proposition. Et ça rejoint ce qui avait été dit par Mme Svetes sur le nombre de dispositifs qui existent sur ces territoires.
Et mon souhait, je le répète, d'avoir la DOM comme, bon, j'aime pas trop le terme de guichet unique, mais en tout cas comme porte d'entrée principale de la mobilité, en capacité de justement apporter ce rôle de conseil sur tous les dispositifs existants, ceux de la DOM, mais aussi des autres, et toutes les formations possibles et imaginables dans la zone Caraïbe, par exemple, ou la zone de l'océan Indien pour ce qui est de la Réunion et Mayotte. Cette connaissance, il faut qu'on la développe. Moi, je participerai début mars à la conférence régionale en Guadeloupe, justement, sur ces sujets-là, pour qu'on soit complètement au fait et qu'on soit associé à ces travaux sur la région. D'autant plus qu'on a en tête, comme tout le monde a en tête, le fait que on doit, autant que faire se peut, avoir, j'allais dire en filigrane, l'impact environnemental aussi de ces déplacements. Il doit avoir en sorte d'optimiser les déplacements. Pour le bien-être, évidemment, des individus qui, à mon sens, arriveront mieux à suivre leur formation, à réussir lorsque l'environnement dans lequel ils se projettent a des caractéristiques, en tout cas, est moins différent ou le moins différent possible de ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un Tahitien et que l'on voit à Strasbourg, il peut y avoir des difficultés sur la première année totalement compréhensibles, tout comme d'ailleurs quand on envoie un Marseillais à Paris. Mais je dis ça parce que je suis Marseillais, si vous ne l'aviez pas entendu ou compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, la coopération régionale passe aussi par ces échanges régionaux auxquels les jeunes sont de plus en plus ouverts. C'est de plus en plus une demande. D'avoir justement cette ouverture sur leur monde régional, de pouvoir aller dans les pays de la zone, pas juste des zones françaises, mais aussi dans les pays de la zone. On peut imaginer, par exemple, pour l'océan Indien, que des formations en hôtellerie se passent à l'île Maurice, qui est réputée dans ce domaine. Donc tout ça doit être développé, et c'est ce que je souhaite que la DOM fasse demain. Alors on n'obligera jamais personne à dire, bon, s'il veut absolument aller à l'Hexagone, bon, il ira en Hexagone si la formation n'existe pas sur son territoire. Mais en tout cas, ça lui sera proposé. Ensuite, c'est un choix de vie, c'est une démarche individuelle. Et je le répète, moi je ne souhaite pas qu'il y ait d'assignation à résidence. Par contre, je souhaite que la DOM soit un service pour les territoires ultramarins, ce qu'il n'était pas jusqu'à présent. Sur les stages dans le bassin de vie, on a des stages pour professionnels pour les étudiants. S'ils répondent à cette obligation, enfin encore une fois cette limite ou cette ouverture, enfin bref cette limite ils peuvent aller dans tous les pays qui ont une côte avec une côte atlantique ou une côte océan Indien avec leur territoire d'origine. Donc ça veut dire qu'en Caraïbes, on peut aller aux États-Unis, au Canada et dans les provinces du Canada pour faire un stage professionnel. Pour l'instant, ce n'est pas les études, mais c'est un stage professionnel. Et puis pour l'océan Indien, effectivement, il y a toutes les côtes avec les pays africains, avec Maurice, voilà, on a avec l'Inde, on peut déjà faire ça. Et en 2022, on a, à titre expérimental, on va en faire le bilan, permis aussi pour les étudiants ou pas les étudiants, mais les formations professionnelles qui se passent en Hexagone, de retourner faire son stage sur son territoire d'origine, quand il y en a un, pour justement tisser le professionnel directement sur le territoire d'origine et pour faciliter le retour. On a fait ça en passant par le conseil d'administration, puisque ce n'était pas prévu par la loi. Donc on fait quelques expérimentations à ce titre pour essayer de faire avancer les choses. Si on a des éléments Pardon, oui. Je me disais, on avait oublié quelque chose. Oui, donc, dans notre contrat d'objectifs et de performance, il y a un indicateur qui dit qu'on doit payer en 15 jours. Donc là, on s'en approche. Donc, on doit être à 20-22 jours. Mais Défenseur des droits, en 2018, s'était appuyé sur une situation très compliquée de dette importante en 2015, en fait, qui est maintenant résorbée. On a beaucoup plus de facilité à payer les stagiaires, si tant est qu'on ait un dossier complet.
mais on est, en tout cas, le chaînage en interne à la DOM est beaucoup plus resserré, beaucoup plus remarqué, compté, suivi. Donc on s'est amélioré sur ce point, on doit être à 20-22 jours. Oui, juste avant. Une petite précision, les propos de Mme Zétès me l'ont rappelé. Je veux juste préciser, notamment pour les personnes qui s'adressent à nous, toutes les interventions que l'on a ne peuvent être faites que parce qu'elles sont autorisées par le Code des transports. Toutes. On ne peut pas. Tout ça pour dire quoi? Dire que parfois, et c'est normal, et on a des cas tous les jours, on ne peut pas aller sur des cas qui sont légitimes, sur lesquels on voudrait aller, qui tangentent nos compétences, mais par les textes, on ne peut pas le faire. C'est soit le Code des transports, soit une autorisation qui nous est donnée par le conseil d'administration sur des expérimentations. En dehors de cela, on ne peut pas bouger. Ça explique parfois pourquoi on a du mal à répondre à des sollicitations sur des cas qui sont complètement légitimes, mais aujourd'hui, on est tenu, et c'est normal, hein, par le Code des transports. Pardon, j'ai oublié d'ajouter quelque chose sur les délais de paiement. Ce qu'on essaye de faire, c'est de minimiser le nombre d'interlocuteurs pour, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, pour le bénéficiaire. On a des opérations où il y a la préfecture, le département, un prestataire plus la DOM. Et en fait, le bénéficiaire, il ne sait jamais à qui s'adresser. Et on lui demande un papier, mais il ne sait jamais à qui le donner. Donc ça allonge beaucoup les délais de traitement. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas vraiment le terme de guichet unique, mais en fait, il faudrait qu'il y ait le moins possible d'interlocuteurs pour le suivi du bénéficiaire, pour qu'il sache comment s'y retrouver dans tous les dispositifs. Oui, ça pourrait peut-être correspondre sur les territoires à des groupements de moyens. Voilà, j'imagine qu'il y a des formules qui existent dans d'autres secteurs qui pourraient inspirer d'ailleurs tous les territoires. Je vais maintenant laisser la parole à la salle. Donc Marie-Laure Finera-Hors et ensuite Tani. Oui, merci Président. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail effectué par la DOM pour accompagner les mobilités des résidents des Outre-mer. Mais malheureusement, je tiens à soulever une injustice qui perdure depuis trop longtemps. Les aides à la continuité territoriale sont censées couvrir 40% du prix du billet d'avion. C'est un taux et non pas un montant. J'ai effectué donc quelques recherches pour préparer le rendez-vous d'aujourd'hui et dans tous les cas de figure, les familles guyanaises auront toujours un reste à charge supérieur à celui des familles antillaises. La faute, bien entendu, aux tarifs pratiqués par les compagnies aériennes qui desservent la Guyane. Je rappelle que la moitié de la population guyanaise vit sous le seuil de la pauvreté et un tiers vit en situation de grande précarité. Alors que la Guyane a besoin d'avoir des forces vives formées pour assurer son développement, trop de jeunes renoncent à poursuivre leurs études en raison des coûts exorbitants. Tous les sénateurs ici ont tenté d'infléchir l'inflation sur le prix des billets d'avion, mais sans succès. Je me tourne donc vers vous, Monsieur le Président de la DOM. Que pouvez-vous faire pour diminuer le reste à charge des familles guyanaises? Et j'ai une deuxième question. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à étudier, plus longtemps. Certains vont même jusqu'à 30 ans. Les causes sont nombreuses, par exemple, manque d'informations lors de l'orientation, année de césure, arrêt pour raison familiale ou sociale. Est-ce que vous ne pensez pas que la DOM devrait relever l'âge maximum pour déposer un dossier? Puisque l'âge maximum, il me semble que c'est 26 ans. Voilà les deux questions que je voulais vous poser. Merci beaucoup. Merci Madame la sénatrice. Je vais commencer et puis je vous laisserai compléter. Alors juste une précision, sur l'ACT, c'est bien un montant fixe et pas un taux. Et effectivement, c'est un débat qu'il faut ouvrir, qu'on a commencé à ouvrir en interne avec le ministre récemment, mais c'est bien un taux fixe qui est effectivement identique sur la région anti-Guyane et donc effectivement qui prend en compte le prix du billet d'avion. Sur ça, il y a deux points d'amélioration sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est qu'il a été voté une augmentation du plafond, donc il restera un taux fixe et qui aura vocation du coup à, en moyenne, ne plus couvrir que 40%, mais 50%. En moyenne, puisqu'effectivement, comme c'est un taux fixe, ça dépend des périodes. Le deuxième levier, clairement, qu'il faut activer, sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que les compagnies, sur notamment les billets aidés par la DOM, puissent, je vais dire le mot, plafonner, sûrement, peut-être,
le prix du billet pour qu'au moins le reste à charge soit sur un montant limité. Alors pour cela, il y a deux solutions. La première, c'est qu'elles jouent le jeu. Donc ce que nous faisons, nous avons rencontré toutes les compagnies plusieurs reprises et il y a clairement une volonté de trouver des solutions, notamment pour un public très précaire, qui est le public éligible. L'autre peut-être levier qui est peut-être plus commercial, c'est peut-être que l'ADOM aussi change sa façon de procéder. Actuellement, l'ADOM émet un bon qui permet à chaque individu de voyager avec la compagnie qu'il souhaite. Donc les compagnies, pour le coup, n'ont pas une attention particulière. Peut-être qu'il faudrait, et là je parle en mon nom, choisir un opérateur ou une compagnie parmi d'autres, parler vulgairement, faire un deal, et peut-être qu'en échange d'un volume garanti sur une durée, les compagnies jouent le jeu. Voilà. Donc il y a les deux leviers. Il faut que d'un côté État, que l'aide augmente, ce qui était fait. C'est 6 millions d'euros de plus qui ont été votés pour augmenter le plafond. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est ce qui est très, qui pour le coup est assez incompréhensible, c'est que malgré ces aides, effectivement, le public ne voit pas l'aide. Moi, les personnes me disent, c'est gentil de m'aider, mais au final, je voyage pas. Donc tu pourrais m'aider à 1 000 euros, 10 000 euros. S'il me reste à payer un montant supérieur à ce que je peux, je ne suis pas aidé, donc je ne voyage pas. Donc il y a les deux leviers. Là, le premier levier est activé. Donc on a augmenté le plafond de l'ACT, qui reste un taux fixe. Pour des raisons qui sont très compliquées, passer sur un taux variable, voilà, parce qu'il faut trouver comment, etc. Mais, donc c'est le taux fixe. Et après, effectivement, on travaille assez activement sur comment les compagnies mettre en place un dispositif qui permettra à minima sur les billets aidés par la DOM de plafonner pour que le reste à charge reste bien 50% et que ces 50% soit le plus bas possible. Sur le deuxième sujet, je fais une aparté par contre sur la Guyane. Effectivement, il y a un sujet que soulevait monsieur le directeur, c'est sur le périmètre d'aide. Effectivement, certaines personnes qui doivent venir du fleuve pour pouvoir prendre l'avion à Cayenne, les coûts de transport entre leur domicile et l'aéroport peuvent être conséquents. Voilà, moi j'habite aux Abymes en Guadeloupe, à l'aéroport c'est facile. Quand on vient déjà de la Basse-Terre pour aller à l'aéroport en transport, c'est compliqué. Et qu'on vient de la Guyane ou même de Mayotte en périphérie, effectivement. Donc il y a un sujet quand même sur le périmètre. Est-ce que l'aide commence à l'aéroport ou est-ce qu'il ne faut pas, dans certains cas, de façon territoriale, qu'elle commence au domicile quand on sait que le coût de transport entre le domicile et l'aéroport est quand même important. Et donc il fait partie des sujets nouveaux sur lesquels nous travaillons pour le LADOM 2024. Sur l'âge, effectivement, je pense que vous avez raison, et donc aussi nous partageons cela. Effectivement, les habitudes font que les gens rentrent en formation plus tardivement. Et effectivement, il y a maintenant des cursus de plus en plus longs. Et notamment dans la volonté de peut-être permettre aux gens de commencer le cursus dans le territoire, premier cycle, deuxième cycle, et de finir en hexagone ou ailleurs. Effectivement, il y aura un vrai sujet de pouvoir élargir l'âge. Peut-être pas sur le tout venant, mais au moins dans le cadre d'un projet professionnel où il y a une formation complémentaire en troisième cycle ou même dans les formations complémentaires, effectivement, d'élargir l'âge. C'est une piste de travail sur laquelle nous travaillons. Pareil, le rouage administratif n'est pas évident, mais sur laquelle nous l'avons dans la liste des choses à améliorer et nous y travaillons. Si vous voulez compléter. Alors sur la question du prix d'avion, évidemment, il y a un sujet extrêmement important et que j'ai commencé à regarder dès que je suis arrivé. Madame Vettès vous dira quels sont les dispositifs qui ont été mis en place justement pour atténuer cette hausse du billet avec une politique de l'ADOM qui permet justement d'essayer de tenir un peu les prix. Ce que je voudrais vous dire quand même de par les échanges que j'ai pu avoir avec les services concernés qui sont un peu au fait de ces questions, c'est que le prix kilomètre pour les territoires d'outre-mer, dans cette période inflationniste, n'a pas plus augmenté que le prix kilomètre sur des destinations type New York, etc., et même est plutôt en dessous. L'augmentation a été moindre. Par contre, ce qui est vrai, et c'est ce qui donne le ressenti en fait d'augmentation, qui n'est pas juste un ressenti, qui est une vraie augmentation, mais c'est que l'écart type entre la période hausse, la période de haute saison et la période de basse saison est plus important sur les territoires d'outre-mer qu'ailleurs. Et donc, comme les personnes partent surtout en période haute, forcément, ils prennent de plein fouet l'augmentation qui, du coup, est plus importante que sur les autres destinations.
C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les écarts de prix, on parle de moyenne souvent, mais la moyenne, en fait, si vous avez les pieds dans le four et la tête dans le frigo, en moyenne, vous êtes bien. Mais en moyenne. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir un écart type qui soit plus raisonnable pour faire en sorte d'atténuer. C'est pour ça que M. le Président parlait de prix plafonnés. Alors, je ne sais pas ce qui arrivera, mais en tout cas, dans notre esprit, c'est justement de maintenir les coûts, y compris par rapport à l'incidence que ça peut avoir pour les finances publiques. C'est d'ailleurs ce qui fait le lien avec le taux variable. C'est-à-dire que je vois à peu près, et je pense que vous connaissez nos collègues du budget, si on part sur un taux variable avec l'augmentation actuelle des billets dont on ne connaît pas la fin, ou en tout cas on a du mal à maîtriser, à savoir ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'on met comme ligne du coup dans le plan de finances, c'est-à-dire quel coût on met et sur quelle base. Donc c'est à mon sens plus compliqué, ce qui n'est pas interdit, mais ce qui est plus compliqué. Par contre, en moyenne, on sera sur un taux de prise en charge qui va augmenter parce qu'on a des moyens plus importants. Madame la secrétaire générale vous dira quels sont, nous, les outils qu'on a pour essayer de faire en sorte que. Monsieur Liza vous disiez ce qu'on va essayer de faire avec les compagnies, avec tous les acteurs du secteur, pour justement aller vers encore plus de facilité et un prix qui soit moins élevé. Mais je tiens quand même à dire, pour terminer, que on est aussi tenu, et c'est normal, ce sont les règles, pas les règles européennes, c'est-à-dire qu'une liberté des tarifs, je pense que vous avez investigué ça aussi bien que moi et beaucoup mieux. On a éventuellement la possibilité, avec l'OSP, de service public, de pouvoir avoir des choses adaptées. Je n'ai pas répondu à votre question sur la Corse, très honnêtement, parce que en fait, j'ai pas la réponse, j'ai pas d'éléments en fait à vous donner sur ce qui se passe réellement en Corse. Enfin, j'ai pas investigué sur les dispositifs particuliers. Ce que je sais, c'est qu'ils sont très particuliers. Ça, je vous l'accorde. Alors là, je parle en tant qu'ultramarin. Si on pouvait avoir la même chose, je serais ravi. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, avec les textes qui sont les nôtres. Et moi, en tant que directeur général, j'applique les textes. Et j'utilise des outils que je peux avoir. On se pose même la question de savoir si un marché serait, j'allais dire, une démarche intéressante pour faire baisser les billets. Bon, je n'en suis pas convaincu, parce qu'il y a des secteurs, des territoires, notamment comme Mayotte, où on a quand même quasiment un monopole, ou en tout cas très peu de compagnies, d'autres où il y en a beaucoup plus. Donc tout ça est quand même extrêmement complexe, et je pense que c'est aussi ce qui a motivé vos travaux. Et on sera évidemment très, très intéressé d'avoir vos conclusions. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on a comme moyens, qui ont été augmentés, je le rappelle, par le ministre sur cette question d'ACT, on fait ce qu'on peut. Vraiment, on fait ce qu'on peut, et on fera en sorte en 2024 d'avoir cette approche territorialisée dont parlait d'ailleurs Madame la sénatrice Conconne, qui me semble être, à mon avis, la meilleure approche pour justement coller aux spécificités des territoires. Et typiquement pour la Guyane, on est sur quelque chose qui est spécifique par rapport à la Martinique et la Guadeloupe, qui se rapprochent beaucoup plus à la SVTS. Alors, sur le prix la contrainte du prix du billet, comme vous avez dû vous en rendre compte, la vraie échelle et la vraie difficulté, enfin, ce qui fixe les limites, c'est l'Europe, en fait, et dans la zone Europe. Et donc, il y a c'est très, très contraint. C'est-à-dire que tout est... Enfin, c'est pas à l'échelle de la France, la concurrence, c'est à l'échelle de l'Europe. Et on a peu de la main sur ce qu'on peut faire en France. Alors, la DOM encore moins. Mais c'est vraiment les décisions européennes qui nous empêchent, par exemple, de faire un marché qui pourrait couvrir la totalité de nos besoins et puis faire le lien avec les bénéficiaires. Donc, là où on peut avoir effectivement peut-être une marge, c'est sur... Il faut que les compagnies aériennes comprennent qu'on suit leurs coûts, et notamment sur la période de la haute saison, c'est le principal travail qu'on peut effectuer. On travaille en interne avec la DGOM et la DGAC sur le suivi des compagnies aériennes et sur la mise en place de leurs obligations. Et on a pu se rendre compte qu'il y a une décision qui a été prise en 2007 sur une obligation de service public concernant les personnes endeuillées, qui n'est pas mise en place, en fait, et qui oblige les compagnies aériennes à débarquer des gens s'il le faut, et à donner le prix le plus bas sur le vol aux personnes qui désiraient se déplacer.
C'est pas mis en place. Il y a une espèce de surenchère en 2008 entre compagnies. On va faire ci, on va donner des billets à 300 €. Et en fait, maintenant, il y a une difficile application de ce texte. Donc, mais l'OSP, les obligations de service public, servent aussi au développement économique des territoires. Donc peut-être qu'on peut faire évoluer, puisque si la DOM, quand on forme des demandeurs d'emploi, quand on travaille sur le projet du territoire, je pense qu'à un moment, on peut rentrer dans ce champ-là. Donc c'est une des pistes qu'on va explorer pour essayer de faire avancer ce sujet. Concernant la Guyane, il y a la continuité territoriale intérieure. Dans le texte du Code des transports, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, il y a la continuité territoriale intérieure qui est, dans le cas de la Guyane, portée par le département, et la DOM participe au prix pris en charge par le département. Donc c'est Tani finalement. Pardon, excusez-moi. Sur les 50%, c'est ça, c'était ça. Sur les 50%, nous on a calculé par rapport non pas au prix des marchés, au prix du billet des marchés, mais vraiment là avec le prix auquel achètent les personnes, enfin les billets, le coût pris dans notre outil ACT en fait. Et dans notre outil, en fait, les gens sont déjà très économes, donc ils prennent leurs billets très en amont, quand ils le peuvent, puisqu'on a aussi un phénomène de personnes qui veulent accompagner leur enfant qui étudie la première année, donc là, ils prennent leurs billets au dernier moment. Mais ils anticipent, les billets commencent à être achetés au mois d'avril pour l'été. Dans notre système, on le voit très nettement. Et donc, on a calculé le prix moyen du billet dans notre outil, donc haute période, basse période. Et à partir de ces moyennes-là, on a établi 3 propositions, 40, 45, 50%. Et le ministre a choisi 50% pour les DROM et les COM. Et donc ce taux-là va être suivi pour voir si on est toujours à 50%. En même temps, il y a des territoires où ça a beaucoup moins augmenté. L'effet augmentation, c'est qu'en 2021, les prix étaient très bas. En 2020, bon, on ne parle pas du trafic aérien en 2020, mais en 2021, les prix étaient très bas. Donc là, on a l'impression que ça a beaucoup augmenté. Mais en fait, on est à peine, dans certains territoires, on est à peine au niveau de 2019. Je pense là à la Guadeloupe. Donc, entre la perception et la réalité, on n'est pas toujours en adéquation. Merci, Président. Je vous remercie pour vos propos très éclairants. Je rejoins mes collègues et ma question s'orienterait justement sur ce coût de 40%. Avez-vous mené une étude d'impact pour savoir quel serait effectivement l'impact si le législateur proposait que cette participation soit effective de 40% au lieu d'un bon? Pour rejoindre aussi Saint-Barthélemy, qui est une petite île. On parlait tout à l'heure, Monsieur le Président, vous parlez de Basse-Terre pour aller à Pointe-à-Pitre prendre l'avion. Moi, je veux parler de Saint-Barthélemy pour aller à Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que le prix du billet est autour, c'est le maïs le plus cher au monde, autour de 600 € pour 1 heure de vol. Je pense aussi à mes collègues de la Polynésie, qui parfois, les îles Marquises, qui ont 4 heures de vol pour rejoindre Tahiti. Donc, est-ce que l'on pourra envisager justement que le billet, dans le prix du billet, le départ de la destination initiale jusqu'à la destination finale et pouvoir apporter une aide en fonction de ces billets. Donc c'était ma première question. Et la deuxième, très rapide, c'est que bon, on parle beaucoup de rapatriement de corps, de deuil, mais dans des cas extrêmement rares, parfois il y a des étudiants qui perdent le parent de manière tout à fait brutale, qui est la seule source d'aide. Est-ce que la DOM prévoirait un dispositif un peu spécifique pour encadrer au mieux ces étudiants qui se retrouvent brutalement privés de sources de revenus? Je vous remercie. Sur l'étudiant, je prends à l'envers, mais pour les étudiants ça arrivait encore très récemment avec une jeune femme de Nouvelle-Calédonie. Effectivement, la DOM n'a pas de dispositif qui permet de prendre en compte cette demande. Elle peut le faire à la marge, mais ce n'est pas normé. Donc, on projette de faire on étudie dans le cadre de la DOM 2024 la mise en place d'un fonds social la DOM qui pourrait prendre peut-être en charge cette situation. Là, on ne peut rien faire financièrement, mais encore l'accompagnement humain qui est offert par la DOM dans les territoires hexagonaux a permis de trouver une solution quand même pour cette personne-là. Entre l'employeur et les collectivités locales, on a réussi à faire arriver cette personne à temps pour les obsèques de son père et pour passer une période de
deuil sur place. Donc on a un suivi qui nous permet d'avoir un réseau pour aider, mais on n'a pas de fonds propres. C'est en ça qu'il faut faire évoluer ce système. Sur la participation effective à 50% au lieu du bon, on n'a pas fait d'étude d'impact. C'est assez compliqué parce qu'on a pléthore de conventions avec les compagnies aériennes par territoire, hein, des conventions par territoire, avec les compagnies aériennes, avec les agences de voyage. Et on n'a pas fait cette étude encore, mais il conviendrait de la faire sans doute. Mais en fait, ce serait le système le plus souple pour l'usager en tout cas. Ceci dit, on ne pourrait pas vraiment, parce que quand on ne maîtrise pas le prix du billet et que le prix du billet est libre, le 50%, il peut être 1 000 € aujourd'hui et 2 000. Et donc c'est pour ça que la piste, c'est vraiment de travailler avec des compagnies pour qu'au moins sur les billets, la DOM, qu'on puisse maîtriser le plafond. Que sinon, effectivement, excusez-moi, monsieur le directeur, la ligne budgétaire, on ne peut pas la plafonner. Et donc dans un budget, on ne pourrait pas dire ça coûtera 10 millions, 20 millions, parce que ça peut varier du jour au lendemain. C'est là où la difficulté. Ouais. Pardon ? Oui. Oui. Je disais que si il y a une étude d'impact, nous avons une marge de manœuvre avec un maximum et un minimum. Et notre rôle aussi, c'est de plaider dans le cadre du projet de loi de finances pour pouvoir pour abonder les fonds. Donc, nous avons réussi à hauteur de 9 millions, me semble-t-il, 8 millions plus un deuxième amendement, 1 million. C'est déjà un peu de beurre dans les épinards. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner parce qu'il y a de réelles souffrances. Et comme le disait fort justement, des étudiants qui préfèrent renoncer, qui a de réel potentiel, mais qui préfèrent renoncer parce qu'ils n'ont pas, la famille n'a pas les moyens d'accompagner ces étudiants. Par contre, il y a peut-être une piste, puisqu'on en brainstorm, hein, du coup je me permets, peut-être une piste à explorer qui serait peut-être de trouver comment, c'est déjà le cas dans certains cas, comment les prix des billets vers les territoires d'outre-mer soient indexés sur des prix des billets en hexagone. Alors, dans une piste de travail qui date de la délégation, mais c'était bien avant moi d'ailleurs, c'était il y a peut-être en 2014, je crois, il travaillait en disant, voilà, le prix du vol le plus cher en hexagone, de mémoire, c'était un vol, je crois, entre Brest et Bordeaux. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'était le plus cher, voilà, ça coûtait tant. Et donc, un vol entre l'hexagone et l'outre-mer ne doit pas coûter plus de temps en plus. Et donc, du coup, le fait d'indexer au moins, sans plafonner, mais d'indexer, permettait d'arriver effectivement à une sorte de plafond qu'on ne peut pas budgéter. Mais tant qu'on n'a pas un index ou un plafond, on ne pourra jamais quantifier le coût pour l'État. Et donc la piste du taux variable restera compliquée, malheureusement. Peut-être sur, Madame Zettez, sur la partie trajet domicile-aéroport. Je ne sais pas si je crois qu'on avait... Ah oui, d'accord. Du coup, okay. Effectivement. Oui, moi, monsieur. Oui, Monsieur le Président, l'inconvénient d'intervenir vers la fin, c'est que tout a été dit. Moi, je voudrais commencer par saluer la nouvelle équipe de la DOM. Nous fondons beaucoup d'espoir en vous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame la Secrétaire générale. Mais le hasard fait que vous connaissez très bien nos territoires, tous les bassins. Donc, les étudiants, les jeunes, en tout cas, ont envie que les difficultés aillent en s'amenuisant et fondent beaucoup d'espoir. Tous les sujets ont été abordés, mais je voulais juste dire avec quelle acuité celui posé par Marie-Laure se pose à Mayotte, la cherté des billets. Dans le département le plus pauvre, où 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et où, Saïd, tu l'as soulevé tout à l'heure, il y a un quasi-monopole d'une compagnie d'aviation. Donc, on ne va pas faire de concurrence pour savoir quel est le billet le plus cher. Mais je crois que de Mayotte, on bat un record de cherté du billet. Donc, je rejoins ce que disait Marie-Laure. Vous y avez déjà répondu. L'autre question que je voulais poser,
vous l'avez un peu abordé aussi, c'est quelle articulation il y a entre les dispositifs de la DOM et les aides et autres dispositifs des collectivités, notamment du département. Le jeune ne sait pas et à la limite se moque de savoir qui fait quoi. L'essentiel, c'est qu'il soit pris en charge. Et je pense que en matière de coordination, en matière d'articulation, il y a des progrès à faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et corollaire à cette question, c'est aussi la coordination avec les établissements scolaires ou avec les organismes tels que le service militaire adapté. Comment se passe la situation actuelle et qu'envisagez-vous pour l'améliorer au profit de nos jeunes? Merci, monsieur le sénateur. Sur la charte LGBTI, c'est que Mayotte c'est presque l'exemple, je ne vais pas dire le pire, mais le plus emblématique de cette problématique-là, où on a à la fois un territoire qui est parmi l'un des plus pauvres de France et un prix du billet qui est parmi le plus élevé. Alors je passe, et vous avez raison, Madame la sénatrice, sur notamment les coms, où là vraiment on atteint les sommets, mais c'est vrai qu'à l'échelle de Mayotte, les prix sont juste extraordinairement exorbitants. On a tous en tête, je pense que c'est le sénateur aussi, de familles qui veulent voyager. On est sur des pas de tir de 10-15 000 euros. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Et donc c'est vrai que c'est une problématique qui touche puisqu'on parle de continuité territoriale, qui touche au fondement même de la République. On a un vrai sujet, qui nous rattrape avec cette période d'inflation, mais qui se posait déjà avant, pour l'océan Indien, pour les territoires particuliers. Et donc ce sont des enjeux qui sont devant nous, collectivement d'ailleurs devant nous, pour savoir comment est-ce qu'on assure cette continuité territoriale. Est-ce que l'exemple corse pourra nous aider à aller plus vite, plus loin ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il est plus que temps d'investiguer dans ce domaine. Et au sein de la DOM, pour ce qui est de nos compétences et de ce qu'on pourra faire, nous on poussera évidemment tous les leviers possibles, autant que possible, parce que là aussi, quand il n'y a pas de concurrence, c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du marché qui allait être, si on devait le lancer, serait quand même assez problématique sur certains territoires. Quand vous avez un monopole, vous lancez le marché, la compagnie d'aviation, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Et de toute façon, le marché est infructueux et elle continue à appliquer ses prix. Et donc, c'est ce travail-là qu'on mène avec le président, avec le ministre, pour faire en sorte que avec les compagnies, il y a un travail commun pour travailler sur ce sujet, étant entendu aussi que les contraintes qui se posent aux compagnies, vous les connaissez aussi bien que moi, notamment financières, certaines sont en très grande difficulté. Et donc, il faut aussi avoir ça en tête. Lorsqu'on veut travailler directement avec les compagnies, il se pose la question des agences de voyage et de leur place dans le dispositif, parce qu'on est quand même un gros compte, et donc c'est tout un pan qui irait vers les compagnies et qui passerait plus par les agences, alors qu'on a quand même de l'emploi local. Donc tout ça est un vrai sujet auquel il faut qu'on s'attelle, et croyez bien qu'on est complètement, mobilisé sur la question, et vous pourrez compter sur nous, en tout cas, pour vous amener les éléments nécessaires. Mais c'est une réponse, en tout cas une question vraiment qui dépasse, qui moi me heurte, qui me touche, parce qu'on touche vraiment à des questions qui me semblaient des questions même de cohésion nationale. Sur la coordination qu'on a maintenant avec les autres dispositifs existants, alors vous avez évoqué le SMA. Bon, le SMA, il se trouve qu'on est au même endroit. Et ils sont au ministère de l'Outre-mer, on y est aussi. Donc la coopération, elle est pleine et entière. J'ai vu le général très récemment. Il y a zéro sujet sur la question. C'est un très beau dispositif que vous connaissez bien mieux que moi. Et dès qu'il y a un projet de mobilité sur les territoires, le lien se fait naturellement. Je ne sais plus où, il me semble que c'est en Guyane, où on est quasiment accolé d'ailleurs. En Guadeloupe, pardon. Où on est accolé aux locaux du SMA. Donc il y a zéro sujet sur la collaboration avec le SMA. Alors, moi je reviens, sans rentrer dans le détail des collaborations qu'on peut avoir sur tel ou tel territoire, mais sur ce que vous avez très bien évoqué,
et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est d'avoir cette personne qui va suivre le bénéficiaire du début jusqu'à la fin. Mais c'est une question lancinante qu'on rencontre dans les services publics de l'emploi, qu'on rencontre dans le domaine de la santé. Comment faire en sorte que lorsqu'il y a un besoin qui est exprimé, qu'il n'y ait pas de perte. Voilà. En Martinique, par exemple, il y a déjà quelque chose qui existe, un dispositif qui a été mis en place de collaboration entre les différents organismes avec une fiche de liaison qui fait que lorsque un jeune ou un moins jeune s'adresse à un des organismes, la fiche est envoyée à celui qui le reçoit ensuite, la personne est appelée, donc il est pris par la main, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, pour que son projet, qui n'est pas justement de perte de projet, ou en tout cas limiter, parce qu'il y a toujours ce cas possible, mais en tout cas limiter l'échec potentiel de ce projet de vie. Je pense qu'il faut qu'on arrive à l'instaurer sur tous les territoires, notamment pour nos publics. Et donc j'appelle de mes voeux cette collaboration avec tous les partenaires possibles et imaginables qui travaillent sur cette question de la mobilité. Je souhaite que la DOM sur les territoires soit la porte d'entrée de la mobilité. Dès qu'on pense mobilité, il faut qu'on pense la DOM, et ce sera la mission que je confierai à la DOM si je suis validé dans cette stratégie, que les CIP accompagnent les porteurs de projets du début jusqu'à la fin, qu'ils aient une aide de la DOM ou pas. Et à mon sens, je pense qu'on aura beaucoup plus de personnes d'ailleurs qui s'adresseront à nous, qui ne bénéficieront pas de dispositifs de la DOM que de personnes qui en bénéficient, et notamment si on travaille sur l'Hexagone avec cette question du retour. Mais se posera aussi la question, et là c'est un travail collectif, ça rejoint un peu, je sors un peu du cadre, mais la question de Madame la sénatrice Conconne sur l'attractivité des territoires. On va être devant un premier constat dès la première année, si on ouvre cette possibilité, de savoir pourquoi certains territoires sont demandés plus que d'autres. Lorsqu'on aura ouvert cette possibilité du retour, pour la Martinique, pour la Guyane, pour la Réunion, etc., on aura des territoires qui vont faire le plein et d'autres qui le feront moins. En tout cas, où il y aura plus de monde. Et donc là, à mon sens, ça nous poussera collectivement à avoir sur chacun de ces territoires une stratégie pour améliorer l'attractivité de certaines îles. Pourquoi est-ce que la Réunion ne perd pas de population? Pourquoi d'autres territoires en perdent? Ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre collectivement, parce que Maëlle le disait. La DOM peut porter beaucoup de responsabilités. Je pense qu'on a notre part dans ce qui se passe dans ces territoires, dans ce qui fonctionne bien et peut-être aussi dans ce qui fonctionne moins bien. Mais sur la question de l'appauvrissement humain de ces territoires, honnêtement, je pense que ce n'est pas du côté de la DOM qu'il faut regarder. Et donc moi, j'appelle de mes voeux là aussi ce travail collaboratif sur chacun de ces territoires pour travailler sur les métiers en tension, sur l'attractivité, sur les besoins des personnes qui veulent s'implanter, sur des écoles de qualité, etc. etc. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens s'implantent ou ne s'implantent pas, sur la qualité du réseau Internet, fibre, pas fibre, enfin, voilà, tout ce qui fait qu'on peut télétravailler depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, alors que le bureau est à Paris. On a tous des exemples là, pendant le confinement, de personnes qui sont allées très loin pour aller travailler. Pourquoi pas dans nos îles? Il y en a eu moins dans nos îles. Posons-nous la question collectivement de savoir pourquoi est-ce que ces territoires n'ont pas fait le plein, entre guillemets, de télétravailleurs, notamment des plus jeunes. Donc voilà, ça c'est un travail qu'il faut qu'on ait ensemble. En tout cas, vous pourrez compter sur nous sur la nécessité, en tout cas à mon sens, dès qu'une personne s'adresse à la DOM ou à un projet de mobilité, il faut qu'on s'en occupe. Parce que là, on n'est pas sur une prestation sociale qu'on ne verse pas et qu'on peut rattraper le mois d'après. Un jeune ou un moins jeune qui renonce à un projet de vie, c'est une vie qui part d'un côté, enfin qui ne prend pas le chemin qu'elle devrait prendre. Et donc c'est là où je sens moi le poids de responsabilité de faire en sorte qu'on ne perde aucun bénéficiaire potentiel qui s'adresse à nous, que la DOM soit connue, que ceux qui doivent s'adresser à la DOM le fassent, et que nous on fasse notre job de l'accompagner du début jusqu'à la fin. C'est ça notre mission, elle n'est pas ailleurs. Merci. Peut-être une dernière question avant de continuer nos travaux de la matinée avec Vivette Lopez. Oui, je serai brève parce qu'effectivement le temps court là. Ça sera plus un petit peu des réflexions. Donc je voulais dire à Madame Zvedez, vous avez parlé qu'il fallait essayer de faciliter les documents à remplir. Je crois que c'est vraiment important parce que j'avais cru comprendre que quelqu'un qui s'était trompé dans ses documents, il passait son tour. Donc peut-être faudrait-il vraiment améliorer ces documents.
surprenant aussi ce que vous avez dit, je crois que c'est M. Hamada, que c'était l'Europe qui fixe, ou peut-être M. Voudiza, qui fixait les prix. Il me semble qu'il y a peu de pays européens qui ont des territoires ultramarins, mis à part la France, peut-être les Pays-Bas, donc c'est quand même nous, la France, qui sommes là-dessus, qui devrions un petit peu voir cela. Et puis je reprenais aussi, M. Hamada, ce que vous avez dit, un jeune qui vient faire des études pour 3 ans en France et qui peut-être à Noël a envie, au bout d'une année, de repartir, ce qui est tout à fait compréhensible, en sachant qu'au moment des fêtes de Noël, le prix des billets va du simple au double. Donc l'aide, est-ce qu'elle est de 40, 50% ou est-ce que c'est un prix fixe? Bon, si vous voyagez au mois d'octobre ou si vous voyagez au mois de décembre, c'est plus du tout le même prix quand on est étudiant, on n'a pas les moyens. Voilà, c'était juste une petite réflexion, je ne demande pas particulièrement de réponse, mais voilà, merci en tout cas pour toutes les explications que vous nous avez données. Merci beaucoup. Rapidement sur le billet de Noël. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de billet à Noël. Donc il n'y a même pas la question des 40%, 50% ou du bon, il n'y a pas de billet. Il y a un seul billet, un pour partir, l'autre pour rentrer à la fin des études. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un billet justement qui puisse être pris à Noël. Aujourd'hui, on n'a même pas l'accord de principe d'avoir ce billet-là. Ensuite, on verra si on est sur du... On peut le financer aujourd'hui, en tout cas si on reste sur les règles actuelles, c'est 100% ou 50% du billet, 100% s'ils sont boursiers. Et donc là, il n'y a pas de question de plafond, etc. Et 50%, et là se pose le plafond pour ceux qui ne sont pas boursiers. Et pour ce qui est des règles européennes, je pense que vous aurez le temps d'investiguer, mais oui, on est contraint par certaines règles qui font qu'il y a une liberté de tarifs. Qu'on peut difficilement contraindre une compagnie à appliquer des prix sauf à passer à marché. Enfin, il y a quelques règles auxquelles il faut qu'on s'adapte et c'est normal. Mais c'est pas, vous avez raison, c'est pas l'Europe qui fixe les tarifs, ce sont les compagnies. Mais toutes les compagnies peuvent aller dans les outre-mer, personne ne peut les en empêcher, elles peuvent appliquer les tarifs qu'elles souhaitent. Et mis à part l'obligation de service public, au niveau européen, on n'a pas d'autre moyen de contraindre à une baisse des prix particulière, si ce n'est de passer par un marché ou éventuellement du gré à gré, c'est-à-dire s'entendre avec des compagnies pour qu'elles acceptent de leur propre fait de baisser le billet et de les plafonner. Voilà. La vraie question pour l'Europe, c'est en fait la concurrence. C'est les règles de la concurrence qui sont assez difficiles à contourner. Et on ne peut pas les contourner parce que ce sont des règles. Mais du coup, ce n'est pas le tarif qui est fixé par l'Europe, mais c'est vraiment les règles de la concurrence qui nous empêchent d'être plus agiles. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie vraiment de la qualité de ces échanges et vous trouverez toujours au Sénat un soutien actif et déterminé. Ah, Catherine, pardon, excuse-moi Catherine, je pense que tu demandais la parole. Oui, Président, ce sera rapide. Merci beaucoup. Je voulais dire à nos interlocuteurs de ne pas se restreindre. La première audition que nous avons eue, ça a été celle de la Corse. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec la jurisprudence corse, entre guillemets, que les histoires de code du transport, les histoires de l'Europe et tout ça a volé en éclats. Il y a aujourd'hui un système profondément idyllique en Corse. La Corse, c'est la France. La Martinique, c'est la France. La Guyane, c'est la France. La Réunion, c'est la France. Mayotte, c'est la France aussi. Donc, inspirez-vous de la Corse. Qu'on arrête aussi, dès qu'il s'agit de nous, de parler de budget, de PLF, etc. Je rappelle que la Corse a le même nombre d'habitants que la Martinique. Et pourtant, au dernier PLF1, on a augmenté la dotation de la Corse de près de 40 millions d'euros pour faire face à l'inflation, etc. La Corse fonctionne avec une DSP. Je rappelle aussi que plus de la moitié de l'année est en basse saison pour les billets d'avion. Avec aujourd'hui des avions, vous imaginez bien que je voyage très souvent, au moins 2 fois par mois, et qu'il m'arrive, certes, en ce moment, puisque c'est l'hiver, d'avoir des avions pleins à craquer, mais il m'arrive aussi de voyager dans des avions de plus de 400 places dans lesquels il y a 40 passagers. Donc, ne serait-ce que sur les plages dites vertes, dites basse saison des avions, on peut trouver les moyens de mieux servir cette continuité territoriale. Il y a aussi des systèmes dans d'autres pays européens qui ont des territoires, entre guillemets, ultramarins. Il n'y a pas que les Pays-Bas, collègues, il y a aussi le Portugal et l'Espagne. De ce côté-là, du côté des Canaries, du côté de Madère, il y a aussi des systèmes qui ont été mis en place et qui sont pourtant régis par le même code européen de transport, etc. Donc, vraiment, j'appelle la DOM à faire preuve d'ambition, de ne pas se restreindre.
On verra après comment on rabote à la marge. Mais quand je regarde ce qui se passe en Corse, je le dis haut et fort que les autres territoires ultramarins sont en situation extrêmement défavorable, injuste et inéquitable par rapport au système corse. Donc, soyez ambitieux, visez haut, visez loin. En tout cas, nous, on sera derrière pour dire à l'État que la France ne s'arrête pas à la Corse en matière de continuité territoriale. La Corse a certes 50 ans à peu près de pratique de continuité territoriale, mais ils n'ont pas été restreints. Ce qui se passe aujourd'hui est idyllique dans la République. Idyllique dans la République, sans condition de ressources, sans limitation dans l'année, avec des montants qui sont sur des DSP avec les compagnies aériennes. Si je prends le cas de la Martinique, il y a au moins 3 compagnies qui desservent la Martinique depuis la France. Eh bien, je pense qu'il y a moyen de trouver des marchés, des choses comme ça. Mais je vous le dis, soyez ambitieux, parce que ça risque, si notre rapport accouche d'une souris et que derrière, il n'y a pas des moyens ambitieux qui sont donnés à la continuité territoriale, je peux vous dire que la rupture qui est déjà immense dans certains territoires avec la République va s'enfoncer encore plus. Donc, je vous le dis, ne soyez pas restreints dans vos demandes, ne vous embêtez pas avec des histoires de budget. Les sénateurs, les députés, les parlementaires sont là pour travailler les PLF et tout, et on saura dire à la France que la même manière qu'on trouve des dizaines de millions d'euros pour la Corse, pour la continuité territoriale, soit aujourd'hui plus de 200 millions pour un équivalent habitant identique à celui de la Martinique, eh bien qu'il faudra aussi trouver des moyens pour Mayotte, pour Guyane, pour la Réunion, etc., etc. Là-dessus, je peux vous dire que je vais être ferme, je vais être extrêmement ferme et véative pour que l'équité dans la République soit mieux répartie et qu'il y ait un meilleur traitement sans conditions, sans, voilà, le code de ceci, le code de cela. Les Corses ne se sont pas embarrassés de ça. C'est pourtant la France. N'oubliez pas non plus, et je conclus dessus, que nous avons un régime de RUP qui est dérogatoire avec le 349.3 au traité de Lisbonne et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles dans la République. Exemple, l'octroi de mer, qui n'est pas du tout prévu par les textes européens, mais qui est un régime dérogatoire. Donc, les dérogations sont possibles. Donc, de grâce, ne soyons pas limités. Ne soyons pas dans c'est possible, c'est pas possible, on verra, etc. Nous veillerons à ce que les principes de continuité territoriale soient aussi ambitieux pour les territoires dits ultramarins que ceux qui est aujourd'hui mis en cause au sein de la République. Je vous remercie. Merci de ce cri du cœur en guise de conclusion, chère Catherine. Je pense que tu as tout dit et donc merci de votre présence. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Inspirez-vous de nos amis corses. En tout cas, bonne fin de journée et merci et à bientôt.